France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission Le Grand Forum jusque 18h30 pour cette dernière avant Ramadan. Oui, ça y est, le Ramadan 1438 2017 commencera bel et bien demain, comme annoncé donc hier soir à l'occasion de la nuit du doute par les différentes instances religieuses, que ce soit bien sûr du côté du CFCM, Mosquée de Paris, les musulmans de France et toutes les organisations bien sûr. Dans quelques minutes bien sûr on va accueillir nos différents intervenants. Ils sont au nombre de 4 aujourd'hui. On va faire fort avec Jean-Marc Zébellus qui est le premier à être arrivé. Je salue, salut Jean-Marc. Salut Christophe, salut à tous les auditeurs. Un grand plaisir de vous retrouver toujours. Il y aura aussi autour de cette table Hakim Rahal, Sofiane Lakdari et Mourad Goual qui sera avec nous dans quelques instants sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Encore une fois, l'actualité, vous allez pouvoir nous appeler bien sûr comme chaque jour dans cette émission. Mais on va commencer évidemment avec notre coup de cœur. Un coup de cœur à un ami, un copain qui sera ce soir à la Cigale, Monsieur Medine, présenter donc son nouvel album Prosélyte. Voici le nouveau son en extrait de cet album sur France Maghreb 2. Ce soir à la Cigale à Paris. Bonne chance Medine. Medine, à l'instant sur France Maghreb 2, il sera donc ce soir à la Cigale, l'ami Medine. C'était un petit coup de cœur, voilà, j'ai dit coup de cœur. Tout va bien, merci d'être avec nous. Un deuxième est arrivé, Sofiane Lakdari. Comment ça va Sofiane? Salam alaikum, salam Christophe, Jean-Marc. Ça fait longtemps. Salam Sofiane. Chaque mois. Oui, c'est ça en ce moment, oui c'est ça, chaque mois. Bienvenue à toi Sofiane, merci, Hakim et Mourad qui vont pas tarder aussi de nous rejoindre. Donc une belle équipe pour... Il est en train de se garer Hakim, il n'a pas trouvé de place. Et Sofiane avec sa trottinette, il a du mal à monter les côtes. Mourad tu veux dire. Mourad pardon, ouais. il a du mal à monter les côtes avec parce que Mourad c'est le Marseillais électrique. Qui se perd à Paris et qui arrive avec sa trottinette. Oui mais il y a une cote, alors là il y a du mal quoi. Ouais c'est ça. Bon et bien voilà, donc tout ce beau monde va arriver pour commenter ce zapping ma foi très chargé encore une fois aujourd'hui. La question du jour aujourd'hui messieurs dames en rapport avec ce Ramadan qui débutera Inch'Allah demain. Oui, demain, nous serons le 27 mai, premier jour de Ramadan 1438 demain. Et demain ce matin d'ailleurs, sachez que dès 3h du matin, Samir Abstam sera là pour parler islam matinal, pour vous accompagner durant votre petit déjeuner, hein, tout simplement. Important d'ailleurs, le repas le plus important, dit-on, d'après les nutritionnistes. Est-ce que vous déjeunez, est-ce que vous levez le matin pour manger, messieurs? Moi je veille jusqu'à 2h30, 3h et après je m'endors. Ah d'accord, donc tu vas pas jusqu'à Al-Fajr? Non, Al-Fajr il est à 3h30 maintenant tu m'as dit. Ah ça dépend des calendriers. Ouais. Nous on a adopté Moi je suis un couche-tard, pas un réveil tôt mais un couche-tard. Voilà, bah bon c'est pareil. Jean-Marc, pareil? Tout dépend de la situation, tout dépend du moment, de la température. Ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. En tout cas, buvez beaucoup ce soir parce que demain il va faire très chaud. Dimanche encore plus chaud. Ah ouais. Ça va être une grosse chaleur donc à Paris. Mais en fait, il faut quand même s'habituer à boire beaucoup. C'est pas que demain qu'il faut faire ça. Il faut toujours un petit entraînement, habituer le corps en amont, en avance. Alors en tous les cas, la question du jour aujourd'hui, est-ce que vous pensez possible d'adapter les horaires de travail pour les musulmans à l'occasion de ce mois du Ramadan? On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui proposent donc cette possibilité aux musulmans par exemple de sauter la pause déjeuner ainsi de terminer plus tôt. Voilà, vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre ainsi à cette question du jour. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour cette dernière avant Ramadan avec l'équipe qui se remplit progressivement. Le tableau de plateau est pas tout à fait prêt complet pour aujourd'hui. Le dernier paye le café, hein, on a dit. C'est pas toi Hakim? Non, c'est pas moi. Bonjour les auditeurs, salam alaikum tout le monde. Jean-Marc, Sofiane, c'est la première fois qu'on est ensemble. Christophe également. Salam alaikum Hakim. Les auditeurs, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est bien heureux en ce beau Ramadan, bien ensoleillé. Oui, très ensoleillé, oui. Voilà, donc ça va réjouir les gens aussi. Hein. Le soleil, c'est bon hein, pour c'est bon, mais l'enthousiasme général. Hein. Oui, la chaleur. Bon, la chaleur, c'est une information. Après, on la traite. Ça dépend comment on est dans l'esprit. Si on a un bon état d'esprit, on prend les choses positivement. Plus c'est dur, plus on sera récompensé. Monsieur Hakim Rahal, toi qui es chef d'entreprise. Oui. Est-ce que tu adaptes le temps pour tes salariés? Le temps, c'est-à-dire par rapport à la chaleur? Ouais, non, pour le Ramadan, est-ce qu'il y a une certaine souplesse pour ce qui est des horaires? Non, c'est toujours les mêmes horaires. On est encore plus disponible pour la clientèle. Voilà, il n'y a pas de chose de dispositif spécial Ramadan. Hein. Les choses elles suivent leur cours. Voilà, c'est le Ramadan, c'est le vrai capitaliste, hein, apparemment. Non, c'est pas du capitalisme. Un aménagement. Non, parce qu'en fait. Non, mais là, ça nous fait des leçons. Et dis donc, quand il s'agit de soi. Bon, attends, Timal, calme-toi. Timal, doucement, Timal. Là, c'est compliqué. Attends, Magaba les pieds. Attends. Donc, Christophe, quand la base de ta question, c'est que tu supposes que c'est pénible le Ramadan.
Non, Si, parce que donc il faut, Non, il faut pas du tout, aménager les Hakim. horaires, c'est ça? Non, je J'ai pas suppose compris, que, en fait. non, je suppose Mais quand il a même. juste posé une question. Justement, je là, suppose, ouais. mon cher Hakim, que Que effectivement, on peut le dire là aujourd'hui, on est en forme parce qu'on a bu, on a mangé. Mais effectivement, demain à cette même heure, avec 35 degrés à Paris, Ouais. si on s'expose un peu trop à la chaleur, etc., on risque pas d'être forcément dans le même état. En tout cas, voilà. Mais Alors, après, est-ce bon, qu'il y c'est a pas- des facilités pour les gens qui travaillent pour toi, Oui. pour permettre peut-être, parce qu'il faut quand même se reposer un petit peu. La journée est très longue, la journée de jeûne est très très longue. La Voilà. journée, oui, elle commencera à, c'est quoi, de 4h du matin jusqu'à En fait, 22h en moyenne, mais, L'aménagement, c'est pour lui, c'est pas pour ses employés. Voilà. Jean-Marc, il répond à ma place, c'est mignon. Non, mais je passerai vérifier, je passerai contrôler. Jean-Marc, quand tu seras à ma place, tu vas répondre à ma place. Mais Pour j'étais l'instant. plus d'une fois à Il y a ta des place. frais, il y a des frais. J'étais plus tu le sais très bien. En tous les cas, je suis pas pour considérer le Ramadan comme une pénible. À partir du moment où on prend les choses positivement, parce que par exemple l'atmosphère générale en France, elle est connue comme quoi c'est le plus grand consommateur de somnifères, d'antidépressifs toute l'année. Or la majorité des Français ne font pas le Ramadan. C'est pas pour autant qu'ils se portent mieux en ne faisant pas le Ramadan. Donc je pense que la question en fait c'est pas comme ça qu'il faut la poser. Monsieur Rahal, Il fait chaud. la question elle n'est pas là. Si, Avez-vous si. été à l'écoute de vos employés, prévoir justement par rapport à eux, leur situation? Est-ce que vous avez prévu des petits aménagements pour leur faciliter un peu ce jeûne? Alors, ça, c'est, Voilà, la alors durée de ce Jean-Marc, jeûne. donc Jean-Marc qui s'est improvisé syndicaliste, je n'ai eu aucune revendication de la part de mes employés. Mais tout as-tu simplement. posé la question? Parce Tout que souvent, simplement, tout simplement. j'aurais un patron comme toi, j'aurais peur de lui poser des je questions. repose la question Non, toutefois, le à toute fois dictage, utile Jean-Marc, pour les calme-toi, auditeurs. voyons. Hakim. Oui. À la question est la suivante, Oui. on la pose aujourd'hui. Donc, pensez-vous que les musulmans doivent disposer d'un aménagement des horaires pour le travail durant ce mois sacré du Ramadan? C'est la question du qu'on jour. pose. Oui. D'accord. Voilà. C'est les fameuses questions du jour. Oui. D'accord. Qu'est-ce ok. qu'il y a? Elles sont pas bonnes? Non, non, elle est plutôt sympa, elle est dans l'air du temps. On va Ouais. dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit nos auditeurs? On va essayer de voir ça un petit peu. Hop. Alors, donc, Marie-Dominique qui dit, je ne sais pas, vu que nous sommes dans un pays laïque, nous devons faire notre religion sans embêter personne, et en même temps que c'est un pays laïque, c'est un droit de faire la religion. Il faut avoir confiance en Allah et nous pourrons y arriver. Ce que nous dit Marie-Dominique. Un autre commentaire, et je vous en lirai d'autres évidemment tout à l'heure. Youpi, le Ramadan, merci à Allah pour les bienfaits qu'il y a dans ce jeûne pour Ramadan à tous les musulmans. Profitons-en pour en gagner des hasanets durant ce mois sacré. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à répondre à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre à cette question du jour. Alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, d'abord votre programme, messieurs. Sofiane Lakhdari, tu vas nous parler de quoi dans ton avis tranché? Ça fait longtemps là. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais parler un peu de ce qui se passe après la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite et en Israël et après au Vatican. Oui. Et les premières conséquences qui ont commencé à être visibles un peu au niveau entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Oui, ça, le torchon brûle, dit-on. Absolument. C'est Bon. le moins qu'on puisse dire. Ton coup de cœur, si t'en as un? Moi, pour le moment, voilà. Il y a D'accord. pas de- Hakim? Alors moi, Si on aura le temps, hein, il y en a 4. donc moi mon coup de cœur c'est les chroniques durant le mois de Ramadan d'un imam. Donc c'est et la question, l'extrait vidéo qu'on aura l'occasion d'écouter, ça sera autour de la question. Alors ce Ramadan justement c'est difficile ou pas de le faire? Et puis mon avis tranché, toujours autour de l'actualité, donc du Ramadan. Voilà que c'est un moment de l'année où la France se met au rythme du Ramadan. Voilà, elle prend La les France couleurs. se met au rythme du Ramadan. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que aussi bien d'un point de vue économique, hein, Ça, c'est vrai. il suffit d'aller visiter les différents catalogues des Ou- supermarchés. qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, Ouais, hein, ouais. et puis les émissions. On espère les vœux de notre nouveau président Emmanuel Macron. Ah oui. Ah bah on les espère, oui, hein, bah, oui, oui. voilà. Et puis voilà, les politiques, comme il y a les législatives, je pense qu'il y aura des, d'un point de vue, on va dire, de politique politicienne, aller faire du pied, souhaiter un bon Ramadan aux gens, venez prendre les repas de rupture du jeûne. Ça dépend. Il y a certains qui Voilà. font les yeux doux et d'autres qui vont attaquer à forte. Non. Voilà. Les musulmans, En les tous les cas, musulmans. que ça soit des attaques ou bien des moments de partage et de souhaits, ça reste quand même autour du même sujet qui est le Ramadan. Donc Bon, la France très aux bien. couleurs du Ramadan. On verra cela tout à l'heure avec Jean-Marc Zébélus. Qu'est-ce qu'il fait, Mourad Goual? Personne n'a des nouvelles. Il s'est perdu avec sa... Mourad, Il a le GPS toujours Mourad, c'est paramétré sur Marseille. c'est le donc, Marseillais, c'est Oui, ça c'est le Marseillais, ouais, il est perdu. Mourad, tourner en rond. Mourad, demande aux Parisiens, ils vont t'indiquer le chemin. Bon, en tout cas, je tiens à préciser que notre ami Hakim Rahal nous a ramené des petites friandises pour cette dernière avant Ramadan. On va tâcher d'en profiter. Ouais. Et tiens, pendant que t'es là, mon cher Hakim, Oui, je t'en prie. 29 rue Stéphaneson. Oui, La l'adresse. brioche de Barbès, qu'est-ce qui va se passer pendant Ramadan? Tu vas vendre quoi? Ah ben alors nos produits habituels et puis on a agrémenté de gâteaux orientaux, de spécialités
algériennes, marocaines, tunisiennes. On a des petites choses aussi sénégalaises parce qu'on a une forte communauté sénégalaise et malienne dans le quartier. Donc notamment au niveau des boissons. On a le lait caillé en direct de la ferme. Ah oui. Un petit coucou à la ferme de Corbeil, hein, c'est pas loin de chez quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Voilà, Chez moi, quoi. voilà, du elben, rayeb, du fromage, du beurre, voilà, des choses de la ferme en direct. Et bio, je pense, non? Et puis, c'est en direct de la ferme. Après, s'ils ont certificat bio, je ne sais pas, mais bon, je pense pas que. On est en direct de chez le fermier. Et puis voilà, comme d'habitude, donc tous les auditeurs de France. 29 rue Maghreb 2 Stéphaneson, sont voilà les pour bienvenus. préparer votre ftour avec Hakim Rahal à la brioche de Barbès. Voilà, et puis il y a des prix évidemment pour ceux qui viennent de la part de France Maghreb 2. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert tous les jours, hein. Tous les jours, ouais. Tous les jours. 7, même 24 heures sur 24. Non, pas 24 heures sur 24 quand On même. se repose un peu quand même. Même beaucoup. hein. Juste avant de commencer le zapping, je voudrais quand même qu'on parle 2 secondes de ce qui s'est passé par rapport à l'affaire Laïla Haïchi. Et là encore une fois, Laïla Haïchi est peut-être la victime d'un conflit entre 2 pays au Maghreb, à savoir l'Algérie et le Maroc. Puisque vous savez, dans un premier temps, elle a été désignée comme étant la candidate pour les Français de l'étranger, en Maroc, en Algérie, en Tunisie. Sauf que le Maroc n'a pas vu d'un bon œil, j'allais dire, l'arrivée de Laïla Haïchi, et en effet a tout fait pour que ce soit un autre, puisqu'on accuse en fait Laïla Haïchi d'avoir eu des positions pro-Polisario. Alors ceci étant, aujourd'hui on en est que il y a 2 candidats, ouais. Et que En Marche ne met aucun candidat. Donc débrouillez-vous. Laïla Haïchi, elle est pas candidate? Laïla Haïchi est candidate, mais elle n'est pas En Marche avec En Marche. C'est À laquelle étiquette? C'est pas acté encore, Ouais. parce que techniquement parlant. Non, on c'est pouvait acté, plus- c'est acté. Je te garantis, mon cher Jean-Marc, que c'est acté. J'ai eu les confirmations. Laïla Haïchi est candidate face aux Marocains en l'occurrence. Mais En Marche a décidé de ne pas se mouiller et de ne soutenir personne. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait organisé une réunion où il y avait certains membres au Sénat avec le Polisario, et il y a une personne qui voulait l'investiture d'En Marche qui lui a reproché, qui a soulevé cette chose qui s'est passée, je crois, en 2013. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. Ah, et c'est puis même ça pas une devient. d'actu, en fait. Ça devient. Non, c'est pas d'actu. Depuis 2013? Voilà. Ah, Hermès, Et- c'est une attaque en règle, en fait. Voilà, contre elle, et ouais. ça devient, qu'elle est algérienne et l'autre voudrait, sachant qu'on a 150 000 électeurs potentiels de Français de l'étranger, le Maroc en a 50 000 à lui tout seul. Ouais. Donc, à savoir qu'il y a 16 pays. Hein, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tout le pays Tunisie, de la CEDEAO, l'Alger, etc. Donc le souci il est là. Bon, techniquement, on ne pouvait plus l'enlever, techniquement parlant. Bon, maintenant il me dit, apparemment moi sur sa page Facebook, Oui. elle est toujours en marche. Donc je sais pas, je ne comprends pas. Je l'appellerai pour avoir plus d'informations. Ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est encore une fois le problème entre 2 pays que sont l'Algérie et le Maroc. Mais est-ce on y que rajoute- Laïla Haïchi, elle a une position pro-Polisario? C'est ce que le Maroc non, lui reproche. elle n'a pas de position. Non, pro- c'est ce que le Maroc Mais lui ce qu'on reproche. lui reproche, en C'est fait. voilà, c'est ce qu'on lui reproche. Elle n'a pas cette position. Mais on lui reproche quelque chose qui date de 2013. Tout à fait. Mais Donc, même d'une position personnelle. Après, maintenant, Mais, est-ce que messieurs- le candidat Macron, est-ce que le président Macron, il a une position à l'encontre, voilà. Alors, Non, Mais c'était Polisario, l'exprimé, anti-Maroc. c'était l'exprimé, Laïla. On lui reproche, oui, c'est exprimé dans la presse tunisienne. dans la notamment. presse tunisienne notamment, on lui reproche des choses aujourd'hui. C'est surtout le fait d'avoir organisé cette réunion où il y avait des gens du Polisario qui étaient présents. C'était autour de ça, tout simplement. Alors si vous rajoutez, pour pas mettre de l'huile sur le feu, mais ce qui s'est passé aussi, je crois que c'était à l'ONU, hein, Sofiane, si je m'abuse. Non, c'est dans les îles Caraïbes, Saint-Lucie. Ouais. Je parle de C'est-à-dire l'agression Entre physique. l'agression physique selon le rapport des représentants marocains, mais On parle d'un selon coup de poing quand même. Hein. non, mais la diplomatie algérienne a réfuté tout cela et elle a présenté ce dossier au niveau de l'ONU pour enquêter sur cette affaire. C'est triste quand même de voir. Non, mais il n'y a pas eu d'agression physique, hein, selon les responsables algériens. Il y a eu Il y a 2 versions, passé où Christophe. Oui, il y a la version marocaine au qui dit qu'il y a eu Caraïbes, effectivement une agression physique. Il y avait Un une diplomate algérien qui aurait, selon les Marocains, donné un coup de poing à son En fait, homologue marocain. ce qu'on voit, ce qu'on voit dans les images, Oui. c'est un homme allongé avec une assistante qui prend sa tension. Mais on voit pas une altercation, vous voyez, avec tout le Il n'y monde a a des pas eu de smartphones. gens. Ouais. Généralement, les gens ils filment avec les smartphones ou il y a les vidéos qui tournent vite. En tous les cas, il y a 2 versions. Il y en a une qui dit qu'il y a eu une altercation, un contact physique, et une autre qui dit qu'il y a eu plus de cinéma qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est triste quand même de voir l'état des relations entre 2 pays. Imaginez-vous, messieurs, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que ces 5 pays du Maghreb
ils sont au nombre de 5, on en oublie souvent 2, pouvaient s'allier, se réunir et travailler la main dans la main, vous imaginez la force que ça pourrait être? Oui, mais ça n'arrange pas les affaires de beaucoup de pays, notamment d'Europe. Oui, mais Le ça fait arrangerait de les laisser affaires la du Libye. Maghreb et l'Afrique du Nord. Bon, maintenant, ils ont tué le leader libyen Muammar Kadhafi, que Dieu ouais. ait son âme. Ouais. La Libye, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc, qui sont ensemble, ça serait une très grande force sur Voilà. le... Donc c'est dommage. Mais en fait, ce qui est dommage, parce que cette union, elle renforcerait, et elle serait dans l'intérêt des Maghrébins eux-mêmes, et même des Africains eux-mêmes. Bien sûr. Donc, pourquoi quelqu'un qui a un intérêt à quelque chose ne profite pas de cet intérêt? Là, on suppose très clairement, et pas besoin de faire les grandes écoles pour comprendre ça, qu'il y a des volontés autres pour que ça n'arrange pas, hein, voilà. Et puis un petit signe pour comprendre, quand on voit l'acharnement qu'il y a eu sur Muammar el-Kadhafi, c'est quand même à se poser des questions. Lui qui était pour le Grand Maghreb, qui était pour l'union de la sacrée de la Grande Afrique, Ouais, voilà. Donc ouais. voilà, il était voilà. Donc pour dire que les relations ne sont pas bonnes entre le Maroc et l'Algérie, je suis pas d'accord, parce que le Maroc et l'Algérie, c'est pas simplement des drapeaux, c'est pas simplement des gouverneurs, c'est aussi des On gens parle qui des sont politiques, gouvernés. Hakim, hein. On parle pas des Oui, peuples. mais hein. les politiques, ça revient à quoi? À 500 personnes, alors qu'on a 60 millions entre les Marocains et les Algériens, il y a presque 60 Ah non, mais millions j'ai de jamais population. parlé des peuples, attention. Non, mais justement, parce que c'est trop réducteur parce qu'en fait, quand on parle des Marocains et les Algériens qui arrivent pas à s'entendre, on fait référence au peuple. Or, c'est vraiment une idée totalement reçue, erronée, et je dirais même que c'est une propagande contre les Maghrébins eux-mêmes, hein, de dire que les Maghrébins s'entendent pas Non, entre eux. mais C'est faux et Hakim- archi faux. Les familles, les belles familles, elles sont mélangées. Oui, Hakim, mais au niveau, La gastronomie, c'est la même. au niveau des médias voilà. des deux pays, Oui. il y a une hostilité envers l'Algérie par rapport aux médias marocains, et de même sens par rapport aux médias algériens envers la monarchie Oui, marocaine et exa- envers le Makhzen. Ça, c'est une attaque qu'on peut pas vraiment cacher. Oui, ça sur les c'est parenthèses. une réalité. C'est Mm. comme bien ce que disait donc Christophe, c'est au niveau Et chacun politique. utilise une situation ou un conflit interne pour détourner l'attention des gens, et on va par exemple au Maroc aujourd'hui, au niveau du Rif marocain, il y a une implosion sociale, il y a des demandes. Moi j'ai vu une vidéo où on avait même encerclé le ministre de l'Intérieur, et comme par hasard il y a une altercation construite de toutes parts au niveau des îles Caraïbes de la part des médias marocains pour détourner l'attention. Et en même temps en Algérie, quand il y a un problème, on parle des frontières, on parle de la drogue, on parle de ceci, du Maroc, etc. Vous voyez qu'on est très Utiliser actif. une instrumentalisation On des est deux très côtés. actif C'est dans vrai, cette émission, exactement, messieurs, puisque Laïla Aichi sera avec nous dans 1 heure pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur cette affaire. Comme ça, on aura les tenants et les aboutissants, et peut-être une version, j'allais dire, de l'intéressé en l'occurrence, c'est-à-dire Aichi, tout à l'heure. Ah bah, à c'est génial, ça. 17h40. C'est Quand on- une très bonne nouvelle. Quand on parle de Leïla, on voit la queue de Il cheval. faut dire merci à Jean-Marc. Hein. Voilà, merci bah, Jean-Marc qui a fait jouer ses relations. Voilà, c'est bien. Voilà. Un auditeur avant le zapping, bonsoir, quel est votre prénom? Allô? Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? D'accord, Yassine. Yacine, vous nous appelez d'où Yacine? Yassine de Reims. D'accord, on vous écoute. Alors, moi, je fais un complément d'information au deux monsieur, là, que je salue tout le monde, hein, les auditeurs et tout. Déjà, ouais. Salut Yacine. Je voulais donner une petite idée, lorsque vous parlez, en fait, la France, elle a un monopole sur l'économie africaine. Je parle d'un exemple, tout court. Vous prenez le cacao, par exemple, et la banane africaine. Vous savez que certains pays, que je citerai pas ici, que par exemple, un certain responsable des médias français occupe avec ses ports, etc. La banane africaine n'a pas le droit d'être vendue à un certain pays que, disons, d'une façon, c'est-à-dire pour privilégier en fait le montant, le prix, etc. Et ça, qui décide? Eh ben, c'est Paris qui décide. Il n'y a pas très longtemps, il y a certains pays africains qui ont voulu, par exemple, sortir du franc CFA. Et le franc CFA, il est imprimé et il est fabriqué comment ça s'appelle, dans le patelin de Giscard d'Estaing. Chamalière, voilà, juste le mot. Et la France fait semblant de ne pas entendre. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à dire, la colonisation n'est pas terminée, messieurs. Attendez. Lorsque vous parlez du Maghreb, moi il y a pas très longtemps, on parle, il n'y a pas un problème entre le Maroc et l'Algérie.
c'est un problème d'autodétermination, qu'on le veuille ou non. Regardez ce qui se passe, par exemple, au niveau des Nations Unies. Moi, j'entends pas souvent parler on a l'impression que vous êtes frileux de parler du Sahara occidental. Il n'est pas occupé. Il y a une partie qui est occupée par les Marocains, mais l'autre partie, elle est sahraoui. Faut mettre faut dire quelque chose qui est réel. Seulement, les médias marocains, ils veulent à tout prix impliquer l'Algérie. Moi, je défends pas le gouvernement algérien. Yacine, on a bien compris votre position. C'est pas un problème maroco-algérien ou algéro-marocain, c'est un problème d'autodétermination. La preuve, le Maroc, il était même pas, il faisait même pas partie de l'Union africaine. Il y a pas très longtemps qui s'est remis à cause de ça. Oui, effectivement. Merci Yacine. Merci beaucoup. Si je peux rajouter un petit détail, le souci c'est que nous avons la banane française qui vient de la Guadeloupe, de la Martinique, des départements, et la France en quelque sorte essaie de protéger cette production qui est très petite parce que ce sont des pays qui font 1200, 2000 mètres carrés pour l'autre, une production pas très énorme. Donc il y a une certaine protection par rapport à cette banane vis-à-vis des autres, tout simplement, sur le marché français, européen. Très bien, on va saluer notre ami Mourad qui est arrivé à l'heure marseillaise. Avec le quart d'heure de retard. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Marseille, c'est pas de retard. Bonjour Mourad, bienvenue. Mourad, qu'est-ce qui se passe? T'es resté à l'heure de Marseille ou quoi? J'ai fait l'erreur de prendre la grosse trottinette aujourd'hui. Il y avait des embouteillages pour pas changer. Ouais. Donc voilà. Ouais, pas les embouteillages, pardon, mais vous connaissez à Marseille. Ouais, mais le problème c'est que chez nous c'est fluide parce que les feux rouges on n'en tient pas compte et du coup ça avance mieux. Et vous savez que Marseille est la ville la plus embouteillée de France? Ah bon? Il paraît, oui. Ouais, parce que c'est la ville la plus en travaux non plus. Oui, effectivement. Alors, bon, eh bien messieurs, maintenant que tout le monde est là, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Tiens, goûte un petit truc de notre ami Hakim Ral. Mourad, je t'en prie. Voilà, Mourad. Voilà. Allez, on a, bismillah. Voilà. À toi, à l'honneur. Non, à cette heure-ci, c'est un peu trop consistant. Je vais attendre un peu. Très bien. Mets-toi à ton aise, Mourad. Par contre, moi, je dis pas non, hein. Parce que les auditeurs ne voient pas, mais c'est juste des agglos, du ciment. Ah oui. C'est un peu lourd à digérer tout ça. Ah d'accord, ok. C'est comme ça qu'on prend les choses à Marseille, d'accord. Les invitations, c'est comme ça à Marseille. À Marseille, c'est comme ça. C'est pas les vrais Marseillais. Les Marseillais, ils sont dans l'hospitalité, le sourire. Non, mais je sors de la. Il prend des croissants pour du ciment. Et t'es sûr, il vient de Marseille? Je sors de la sieste. Mais il vient pas de France, Mourad. C'est pas possible. Tu sais, le croissant, le pain au chocolat, c'est français, hein. En plus, à Marseille, vous en avez pas? J'ai été attaqué par Jean-Marc toute la semaine à propos de l'OM et du PSG, donc ah bon, on va régler les comptes aujourd'hui. Très bien, très bien. Ah d'accord. Ouais, mais t'es en minorité, monsieur Mourad, d'ici, hein. Tu le sais, ça. Moi, je parlais celui qui détient. Parce que la majorité, elle est derrière les micros, c'est les auditeurs. Ouais, mais le football, ça va pas nous emmener très loin, les amis. Parlons des choses sérieuses. J'ai parlé du club qui avait, depuis son existence, le plus de titres aujourd'hui, c'est tout. J'ai rien dit. 1 milliard d'euros, s'il n'y avait pas le plus de titres, il faut arrêter, je crois. Alors, stop, les gars, c'est pas le moment. Et on va démarrer le zapping parce qu'on est très en retard. C'est une erreur. Et on va souhaiter un bon ramadan évidemment à tous nos auditeurs puisque le ramadan ça y est commence demain, bel et bien, un bon ramadan 1438. Sachez d'ailleurs pour info que la nuit du doute aura lieu en Algérie, en Tunisie, au Maroc ce soir. Donc on saura si demain. Alors normalement tout le monde devrait commencer en même temps cette année, hein. Je sais pas en fait Christophe, ce que j'ai pu relire là sur la nuit du doute, c'est que le mois de Ramadan, parce que le Ramadan c'est le nom d'un mois, il vient après le mois de Sha'ban et dans le calendrier lunaire islamique, les mois sont composés de 29 ou 30 jours. Oui. Or hier c'était le 28e jour de Sha'ban. Ouais. Et donc étant donné que la règle veut qu'il y ait 29 ou 30 jours, la nuit du doute n'a pas pu être hier, enfin mathématiquement. Et donc aujourd'hui nous sommes le 29e jour du mois de Sha'ban, et donc la nuit du doute c'est censé être aujourd'hui. Ça, j'aimerais bien avoir un éclaircissement si les auditeurs pourraient nous appeler. Bonne remarque. Parce que le mois de Sha'ban, si on fait la nuit du doute hier, je répète, ça ferait 28 jours. Or le 29e jour de Sha'ban, c'est aujourd'hui. Ça c'est l'explication théorique et c'est la seule qui tient la route parce qu'elle est objective, sauf que dans la réalité, depuis pratiquement 50 ans, le début et la fin du Ramadan font l'objet d'une prise d'otage politicienne. Pas politique, politicienne, qui veut justement permettre à l'Arabie Saoudite ou bien au Maroc ou à l'Algérie, parce que c'est toujours ces trois pays qui sont en train de foutre la zizanie, de mesurer leur influence sur le monde musulman. Ben, si quand l'Algérie décide de commencer un jour avant ou après, c'est qu'à un moment donné, elle cherche aussi à mesurer son influence. Moi je pensais que c'est le Maroc qui jeûnait toujours tout seul. Elle a toujours suivi l'Arabie Saoudite. Alors, donc on est bien d'accord. Donc à un moment donné, on suit un courant et pas un autre, mais pas de manière objective, de manière politique. Et tout ça pour mesurer l'influence politique d'un État par rapport à un autre. Alors que l'islam, il n'y en a qu'un sur
terre. Les musulmans, nous en sommes 1 milliard et des poussières, nous ne représentons qu'une seule masse. Et je pense que cette année, l'Algérie ne jeûnera pas en même temps que l'Arabie Saoudite. Alors, c'est dramatique. on le saura ce soir, parce que l'Arabie Saoudite a d'ores et déjà annoncé que ça serait samedi. Donc si je t'en crois Hakim, la nuit du doute, c'était également hier soir en Arabie Saoudite. Donc eux aussi sont dans l'erreur. Bah, c'est ça que je comprends pas, c'est que si Sha'ban il a 29 jours, la nuit du doute c'est aujourd'hui. Et si Sha'ban on lui met 28 jours, c'est une nouveauté. Et maintenant, ce que tu dis, Mourad, t'as quelque part raison, quand c'est utilisé de manière politique, mais je voudrais dire que tout est politique, économique, tout, pas simplement le ramadan chez les musulmans. Et Christophe, il dit que, donc, tu rappelais l'info, Christophe, tu disais que ce soir, ça sera la nuit du doute, l'Algérie-Maroc. Et Tunisie. Donc, le Maghreb, ils sont d'accord là-dessus, là. Ouais. sauf qu'en France, le CFCM qui n'existe pourtant pas mais qui donne son avis et la mosquée de Paris qui n'existe pourtant pas mais qui donne son avis Et que tout le monde suit, pour Bah que si, le ça existe la mosquée de Paris, Mourad, qu'est-ce que tu racontes? Mais je les connais très bien. Mais t'es un peu extrême là. Sauf qu'on reconnaît pas leur légitimité. Eux sont bien d'accord pour dire que ce soir. Ah oui. Ce soir pour nous, c'est le début du Ramadan. On parle bien de ce soir. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, si les auditeurs pouvaient nous appeler et nous éclairer dans ce sens. Puisqu'on en parle, il y a aussi une question que je me pose, messieurs. De tradition, vous allez me corriger si je me trompe, au Maghreb en l'occurrence, pour annoncer le jour du Ramadan, on attend la prière de Maghreb. On est d'accord? Ouais, enfin. Donc ce soir, par exemple, en Algérie, après la prière de Maghreb, ils seront, si c'est bel et bien demain ou dimanche, le premier jour du Ramadan. En France, on nous fait la nuit du doute, on nous annonce l'info à 19h30. Aucun sens. Parce que c'est scientifique. Mais non, parce qu'en fait, la fixation de la date de cette année, c'est-à-dire hier, on nous a dit que ça serait samedi, c'est par rapport au calcul scientifique, à la vision de la Lune à un certain degré dans l'espace. Non, mais pourquoi il faut une nuit du doute? Parce qu'il n'y a pas besoin de nuit du doute pour ça. Non, mais l'un ne contredit pas l'autre. C'est juste, en fait, c'était pas nuit du doute hier. C'était simplement le 28e jour du mois de Sha'ban, avec une prévision astronomique de la date de début du Ramadan. En fait, c'est ça. Regardons le calendrier normal dit grégorien qui nous annonce toujours les lunes et que les pêcheurs, que les marins pêcheurs, que les agriculteurs en tiennent compte. Ouais. Est-ce que eux, ils ont des erreurs sur, est-ce qu'un jour ils ont annoncé? Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a deux écoles qui se disputent cet ordre de calendaire. Ouais. Il y a l'école de la Sunna qui dit, on ne peut pas décider du début ou de la fin d'un mois, quel qu'il soit dans le calendrier musulman, par des moyens techniques ou scientifiques. Aujourd'hui, le propos, il est là. Et donc, les puristes disent, on s'en remet à la vision de l'homme. C'est-à-dire, tant que l'homme n'arrive pas à distinguer le firmament de la lune ou du crépuscule, on ne peut pas donner l'avis de dire que c'est demain ou pas demain le début du Ramadan. Mais à l'époque, on n'avait pas tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Il y a 3 ans, il y a eu une grosse polémique qui a été en France. Aujourd'hui, on a les moyens techniques. Il y a 3 ans, on avait, sur la fin du Ramadan, on avait dit, c'est scientifique, c'est prouvé une semaine avant, on sait que le Ramadan finira tel jour. Ça fait encore beaucoup de bruit. Donc il y a un rejet entre les traditionalistes qui disent qu'on doit toujours rester. Non, pas les traditionalistes, parce qu'on est tous traditionalistes par nature ou par essence, mais les puristes, les puridurs qui disent que c'est l'homme qui doit déterminer. Non. Puriste et traditionnaliste. Non, moi je suis un puriste. On est dans une tradition. Mais est-ce que je suis un jusqu'au boutiste? Non. Non, mais là tu joues sur les mots. Alors quoi qu'il en soit, messieurs, quoi qu'il en soit, donc cette nuit d'août a eu lieu hier soir. Bon, si je vous en crois, y a pas vraiment de doute puisque visiblement c'est basé sur le calcul. En tout cas. Qu'on soit clair, la mosquée de Paris et toutes les instances n'ont pas sorti le télescope pour regarder s'il y avait la lune ou pas. On est d'accord là-dessus. Ils ont forcément suivi une information. Voilà. Mais ils sont d'accord pour dire que c'est ce soir que ça commence. Voilà. Eh bien, tout simplement. Alors, effectivement, hier soir, d'après les données scientifiques. Voilà, c'est ça en fait. Les données scientifiques disaient que le croissant lunaire n'était visible nulle part sur la planète. Alors que ce soir, oui. Il le sera en Arabie, il le sera en Afrique et aux États-Unis. Et d'après de ceux qui en tout cas prônent le calcul pour diverses raisons, ils ont le droit. Le mois de Ramadan sera composé de 29 jours cette année, puisque la nuit du doute, en l'occurrence le 29e jour, aura lieu le samedi 24 juin. Et là, le croissant lunaire sera visible, là aussi, partout, quasiment partout sur la planète. Donc voilà. Après, il faudra évidemment attendre confirmation des différentes instances. Voilà où on en est. Finalement, on n'a pas beaucoup avancé depuis cette terrible année 2013. Vous vous souvenez, on avait commencé le Ramadan à mardi, à midi. Il y a eu un communiqué de la mosquée de Paris disant arrêtez de jeûner. Le Ramadan commence que demain. C'était une véritable catastrophe. Bon, voilà, mais encore du boulot, mais on y arrive petit à petit. Mais en fait, il y a une avancée, Christophe. C'est quoi? Parce que si on lit les deux
hier, ce qui a été annoncé, c'est pas dans le cadre d'une nuit de doute, mais c'est dans le cadre d'un calcul scientifique. C'est ça. Et ce qui va être annoncé aujourd'hui, c'est les... pas dans un calcul scientifique, mais c'est dans le cadre de la nuit du doute. C'est ça. En fait, il y a une avancée majeure, je dirais même. Et concernant le propos de Mourad et l'échange avec Jean-Marc, je dirais que en fait, les puristes ou traditionalistes, ils s'attachent davantage à la nature et d'observer les phénomènes naturels avec les yeux sur la base que voilà, c'est ça. On parle politique un peu dans un instant, à monsieur. En fait. Mourad Goual, Sofiane Lakdari, Jean-Marc Zebelus, Hakim Ral sont là et avec nous, et dans un instant aussi à découvrir leurs avis tranchés. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Taisez-vous s'il vous plaît, messieurs. Jean-Marc Zebelus, on se calme avec Mourad Goual du côté de Marseille du PSG. On laisse de côté tout ça. Ils sont agités un petit peu. Un petit peu agité, Hakim. Ouais, ça va les calmer le Ramadan, je le sens. Ah, je pense que là, tous ceux qui sont autour de cette table, là, la semaine prochaine, on verra dans quel état vous serez. Exactement. Énervé, toujours. Ah bon? Non, Ramadan, ça énerve. Enfin, ça énerve ceux qui prennent des substances telles que la nicotine, le tabac. Les gens, tu les vois dans la rue, te parlent. C'est vrai que les manques, ils peuvent donner des comportements. Ça énerve aussi ceux qui ont des commerces et qui voient que leur chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Ah ben ça, c'est pas que pendant le Ramadan, ça c'est pour tout le monde. Des gens qui sont très apaisés, qui sont toujours là, très calmes. Mais alors, dès que tu leur bloques la route, tu les empêches d'avancer, là, tu vois le vrai comportement, le vrai fond de la personne, et là, tu vois les dégâts du Ramadan. Mais c'est un moment de joie et de partage, solidarité. La question du jour, doit-on adapter les horaires de travail durant le mois du Ramadan pour les musulmans? Vous répondez à cette question, quelques commentaires. Escobar qui nous dit oui, une partie du peuple aurait plus de droits que d'autres alors que l'on nous bassine avec la laïcité. J'en passe et des meilleurs. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rusciano qui nous dit techniquement nous sommes un pays laïque, donc bien entendu possibilité peut-être d'organiser un petit peu tout ça. Et puis Ahmed, il faut rappeler qu'il y a certains examens qui ont été changés de date pour la communauté juive, par exemple, mais ça n'a pas choqué certains pour la laïcité, les laïcards, les laïcistes en vérité. Vous connaissez notre ami Ahmed Moinet qui nous a mis un petit commentaire sur la page Facebook. Le polémiste. Le polémiste. Le cher Ahmed. Ahmed. Titi, bonjour à toi mon ami Ahmed. Titi toujours. C'est bien. Ouais. Il dit il suffit de revenir au Coran pour pouvoir bénéficier de cet aménagement. Malheureusement, c'est la religion de Hadith qui prime. Je pense qu'on est un peu en retard parce que ces aménagements existent déjà dans les entreprises où les postes sont adits à pénibilité. Pénibilité, exactement. Donc, dans les transports, dans les travaux publics, ça existe depuis des années et c'est pas un facteur lié à la religion puisque le Ramadan avance dans l'année. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Donc, dans les travaux publics, dans le bâtiment et les TP, dès que les grosses journées, les grosses chaleurs avancent, après, il y a un aménagement du rythme de travail. Les ouvriers commencent en général très tôt le matin, font journée continue jusqu'à 13h ou 14h selon les entreprises. Il y a un aménagement aussi, on oblige les ouvriers à s'hydrater, ça c'est une obligation. Et s'ils ne veulent pas s'hydrater, ils ont obligation de quitter leur poste ou en tout cas d'arrêter de travailler. Donc ça n'a rien à voir avec la religion, on n'a pas besoin de demander des aménagements, ils existent et on n'a pas besoin de rajouter encore une. Non mais quand je dis aménagement, par exemple, je pense à quoi? Je pense à par exemple à tous ceux qui effectivement n'ont pas besoin de la pause déjeuner puisque c'est Ramadan, de permettre par exemple aux gens de terminer plus tôt. Et de pas prendre ainsi la pause déjeuner. Voilà, ça existe déjà. Dans les startups, les gens travaillent à leur rythme, sans considération de la religion. Oui, pas partout. Voilà. Non, pas partout. Oui, je sais. Les fonctionnaires, ils sont obligés de s'arrêter entre midi et 2 parce que les administrations sont fermées. Donc, on en fait quoi? Ouais, effectivement. Donc, en tout cas, vous répondez à cette question, vous nous donnez votre avis qui finalement est somme toute dans la négativité, en disant non, il n'y a pas besoin d'aménagement. On vit. Et finalement, le Ramadan, on vit comme d'habitude, quoi. Sauf que effectivement, on a un autre rythme de s'alimenter. Et puis, alors ce qui peut peut-être être difficile dans cette période d'été, c'est la fatigue puisqu'on veille tard. Et pour ceux qui vont faire Tarawih, le lendemain le travail, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, voilà. Oui, Mourad. C'est-à-dire que c'est toute une question d'habitude et là l'horloge biologique elle doit s'adapter, il faut les quelques jours. Les 3 premiers jours quoi, c'est un peu compliqué. Voilà, et puis après ça repart, c'est comme tout dans la vie. Très bien. Alors, on va passer au zapping parce qu'il y a du boulot, messieurs, et je sais que notre ami Sofiane Lakdari a hâte de parler un petit peu je politique. laisse les spécialistes parler, moi personnellement, je maîtrise pas trop la question. Bon, alors on y va, c'est parti pour le zapping. Dans le zapping, messieurs, les dirigeants du G7 réunis pour 2 jours à Sicile. En Sicile, c'est ça, hein Sofiane, en Sicile, le G7. G7. Oui, voilà, c'est ça. 3e sommet des 7 pays les plus riches du monde. Le premier pour Donald Trump, Emmanuel Macron, encore Theresa May. Le premier également pour le président du Conseil italien. Hôte de cette rencontre, sommet dominé par la lutte contre le terrorisme. Les 7 pays ne devraient pas avoir trop de mal à trouver
une position commune sur ce dossier, beaucoup plus compliqué en revanche sur des sujets tels que par exemple le changement climatique ou le commerce international. Donald Trump refuse toujours de se prononcer sur le réchauffement climatique. Alors le président américain va-t-il annoncer le retrait de son pays de l'accord de Paris? La Maison Blanche avait récemment fait savoir qu'il faudrait connaître sa décision juste après ce sommet, retrait qui serait à contre-courant de l'histoire pour les ONG. Écoutez Armen Lecomte de l'ONG Oxfam France qui nous donne son avis. Si les États-Unis décident de sortir de l'accord de Paris, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens de l'histoire et que les autres pays du G7, notamment la France, et pour ça on attend des gages d'Emmanuel Macron, mais que la France, l'Allemagne et les autres États du G7, eux, rappellent leur détermination à mettre en œuvre l'accord de Paris, à développer des politiques nationales de mise en œuvre, de sortir des énergies fossiles, de développer les renouvelables et justement de montrer que eux, ils continuent, les autres États restent mobilisés et que finalement les États-Unis se sanctionnent eux-mêmes et Donald Trump sanctionne son propre pays en essayant désespérément de sauver le secteur des énergies fossiles et que c'est pas vers ça que va l'économie, que va la création d'emplois. Voilà, alors est-ce que par exemple on peut imaginer que la COP 21 et tout ce cinéma qu'il y a eu autour de cette COP 21 à Paris pourrait être mis en cause par Donald Trump? Peut-être pas remise en cause, mais un moyen de pression pour obtenir autre chose, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on se pose la bonne question d'abord? Pourquoi la COP 21? C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi pas? Non mais pourquoi elle a eu lieu? Pourquoi elle a eu lieu? Peut-être pour demander aux pays qui polluent le plus d'essayer un peu de polluer un peu moins, de trouver un accord. Ça a été demandé dans les années 90. Ouais. Au Brésil déjà. Au Brésil et la mesure phare des premiers accords n'a jamais été respectée puisque justement c'est un gouffre financier. Et les États-Unis. Voilà, et c'est un gouffre financier dans lequel se sont engouffrés les plus gros escrocs du monde et notamment en France où on a permis le détournement de plusieurs milliards d'euros de TVA sur la TVA sur le carbone. Taxe carbone. Voilà. Et ça, justement, la COP 21, comme par hasard, n'a rien remis en cause. Donc on va continuer à se faire rouler dans la farine par des voyous en col blanc qui vont nous vendre de la pollution propre en détournant de la TVA française, entre autres. Donc c'est du pipeau et je pense que Donald Trump a raison de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça fera peut-être avancer le schmilblick. Hakim, tu partages l'avis de Mourad? Non, moi c'est plutôt la position américaine, c'est toujours la même chose, c'est toujours être en force et faire fi des intentions de la majorité des pays dans le monde. Ils mettent la pression parce que c'est leur manière de faire. Voilà, donc on a toutes les images des cow-boys, c'est nous, on fait ce qu'on veut, on parle comme on veut, on organise quand on veut. C'est le pays le plus pollueur. Ouais, mais justement, France, c'est pas les États-Unis, oui, mais c'est pas la dans Chine. c'est pas dans leur intérêt, c'est pour ça. Au niveau économique, Oui. ce sont les plus gros. C'est pas dans leur intérêt. Et le continent africain. C'est pas dans leur intérêt, c'est-à-dire ils marchent qu'à la pression en fait. Sofiane, peut-être Il là-dessus? faut rappeler que Donald Trump c'est un homme d'affaires et il essaie de tout renégocier et il laisse pas la place à monsieur Obama. Voilà, Ouais. peut-être, mais après maintenant la supercherie écologie, je pense que Alors, les gens... on va parler d'un autre sommet, l'Alliance transatlantique Par contre, hier Christophe, à Bruxelles. Oui. Pardon, juste sur ce sommet, moi j'ai été surpris de voir que le Japon faisait encore partie des 7 pays les plus riches. J'ai été surpris de voir que le Canada en faisait partie, alors qu'il y a quand même des pays africains émergents qui sont plus riches en termes de PIB que ne serait-ce que l'Italie, ne serait-ce que le Canada. Le Japon n'est plus un pays riche, c'est un pays en faillite. C'est un pays qui survit économiquement de manière virtuelle. Les États-Unis, ce n'est plus un pays riche, c'est un pays qui est riche grâce à la Chine, parce que la Chine détient sa dette. Donc je me demande aujourd'hui quel est le sens premier de ce groupement de 7 présidents copains et copines. C'est pas forcément les pays les plus riches, c'est autre chose, je pense. C'est des critères qui sont bien déterminés, qui sont pas forcément Donc c'est pas les objectifs. pays les plus riches, on est d'accord. Voilà, qui ne sont pas forcément objectifs. Parce que les pays les plus Et riches, on puis, aurait eu Poutine, on aurait eu quand même la Chine, on aurait eu... Tout à fait. On aurait eu 2 puissances africaines, entre autres. Les éléments macroéconomiques ne sont pas les mêmes, ne sont pas pris en considération. L'Inde. Pays qui dit en sous-développement et pourtant qui a une économie PIB, très très forte, plus un fluctuant PIB beaucoup plus élevé. Donc c'est toujours une petite ratatouille Alors, maison. La différence, en fait, c'est qu'on prend le taux d'équipement de chaque pays,
qui forcément, si le pays n'est pas plus riche, il est forcément mieux équipé qu'un pays en voie d'émergence. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait, c'est un mauvais critère de sélection. Parce que si on regarde la Chine, on voit qu'il y a quasiment un tiers de la Chine qui est urbanisé. On a quand même des endroits où les gens vivent carrément en autarcie. 1 milliard de Chinois vivant sous le seuil de pauvreté. Sur le seuil de pauvreté, hein. Donc on tient compte des grandes villes, des villes industrialisées, mais on tient pas compte de tout le reste du pays. Donc s'il faut rentrer tout ça en ligne de compte, la Chine ne serait pas à la place où elle est. À Bruxelles, messieurs, première pour Emmanuel Macron, le président français, le nouveau président français donc a été accueilli par son homologue à l'ambassade des États-Unis, son homologue américain, pour qui également c'était une première. Alors qu'Emmanuel Macron est en pleine offensive pour tenter de relancer plusieurs grands dossiers internationaux, parmi eux la réforme de l'Europe et la sécurité. Sur le sujet de la sécurité, le chef de l'État s'est exprimé à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre belge hier à Bruxelles. Écoutez, monsieur le président. Nous avons aussi un agenda de protection. Il y a toute une partie du peuple européen, nos classes moyennes et nos classes populaires, qui doutent parce qu'elles ont le sentiment que nous ne les protégeons plus face aux grands risques du cours du monde. Et donc cet agenda de protection, c'est aussi, et ce doit être, un agenda de notre coopération et du projet européen. Et au-delà de notre solidarité, c'est évidemment la coopération européenne qu'il faut renforcer en matière de services de renseignement, en matière d'échange d'informations, en matière de protection de nos frontières communes. Et cet agenda de sécurité, c'est celui que nous allons ensemble porter au sein, évidemment, du Conseil européen, que nous allons porter également dans le discours commun que nous tiendrons tout à l'heure au sein de ce mini-sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron donc qui est en haut de l'affiche, hein. C'est normal, il est président de la France. Est-ce que vous le trouvez à la hauteur d'abord pour ces quelques rendez-vous importants sur la scène internationale? Sofiane? Ouais, c'est trop tôt pour juger, hein, même maintenant, monsieur Macron. Non, mais d'après les images qu'on a vues, d'après les poignées de main qui ont, parce que maintenant ils scrutent même les poignées de main. Hein. Est-ce qu'elles sont franches? Est-ce qu'elles sont? Il paraît que celle de Trump était très virile. Oui, absolument. Et il a essayé de l'ignorer au début, mais après, monsieur Trump, a priori, il l'a bien. Oui. Alors, est-ce qu'il est pour l'instant un président qui est crédible, qui essaie de se faire entendre, qui essaie de discuter? C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Bon, en tout cas, il va discuter avec Poutine lundi. Qui circule sur les réseaux sociaux, où il y a eu un échange entre Le Drian et monsieur Macron quand ils étaient en train de marcher en allant vers l'ambassade britannique, tout de suite après la réunion avec les syndicats, où monsieur Macron disait que je leur ai dit, comme d'habitude, je leur ai vanté du vent en vérité. Et ça circule au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça a été repris par Canal+ et Yann Barthès. Hakim, est-ce que c'est un président crédible? Au niveau international, c'est sûr que ça doit être le plus jeune avec Trudeau, quelque chose comme ça. Oui. Même si Trudeau, il est à part parce qu'il est dans le continent, on va dire, dans le nouveau monde américain. Voilà, il doit faire ses preuves. C'est comme si. Alors, est-ce qu'on peut dire que le costume de la France est trop grand pour Emmanuel Macron? Peut-être oui, peut-être non. Voilà, faut attendre un petit peu. Mais mon avis sur Macron, moi, c'est voilà, moi, c'est pas le président que j'ai voulu pour la France, pour mon pays. Mais il est là aujourd'hui. Mais il est là, il faut faire avec. Voilà, donc la France est un grand pays et même plus grand que son président. Voilà, donc il y a une diplomatie derrière et des ministres. Faut attendre un petit peu. Mourad. Voilà. Moi, pour la première fois depuis que je suis en mesure de voter, je vais pas être critique, je vais attendre, parce que c'est vrai que 3 semaines après une élection, on peut rien faire. Je vais attendre de voir les élections législatives, parce que c'est là qu'on aura le véritable gouvernement de la France, parce qu'aujourd'hui, c'est juste un gouvernement provisoire, il faut pas le perdre de vue. De transition, voilà, c'est un GP, groupement, voilà, GPR. Ça peut changer, oui. Et j'attends de voir ce gouvernement d'union nationale. Mais je suis tolérant, je vais lui laisser la chance du débutant. Très bien. Eh bien, on attend de voir, en tout cas. Si je peux rajouter, il y a une chose qui me marque un peu, c'est que l'armée a repris la place qu'elle avait à l'époque du général de Gaulle. C'est une bonne chose. Oui, après, oui. C'est quel signe? C'est quoi? C'est parce que le ministère de la Défense s'est transformé en ministère de l'Armée? Non, parce que le ministère de la Défense est devenu le ministère des Finances aussi. Parce que le seul argent qu'on peut gagner aujourd'hui en France, c'est en vendant de l'armement et pas en vendant des idées ou des brevets comme on en a très peu ici. Et ça, c'est une bonne chose, ça? Non, mais aujourd'hui, il faut être pragmatique. On peut pas faire les idéalistes et dire que on a des bons produits et on peut pas les vendre. Donc on sait pas les vendre, ça c'est le fait. Aujourd'hui, ce qu'on vend bien, c'est l'armement. Et les marchés de l'armement sont les premiers marchés au monde. Donc on peut se mettre sur le bord de la route et dire on est des pacifistes, peace and love, on vend rien, et on laisse les Américains, les Italiens, les Allemands vendre leur armement de partout en France, dans le monde. Le monde, voilà. De par leur vente d'armes. Et pourquoi on
a gardé Le Drian, c'est justement pour que Le Drian continue et concrétise les premiers contrats qu'il a signés en amont avec sous Hollande, parce que dites-vous bien que les Rafales qui ont été vendus ne sont pas encore vendus, ils sont juste optés. Alors, parlons maintenant de politique intérieure, si vous le voulez bien. Emmanuel Macron, dont l'un des ministres, Richard Ferrand, exclu de démissionner. Le ministre de la cohésion des territoires est visé par des révélations du Canard enchaîné, notamment sur une opération immobilière qui remonte à 2011. Richard Ferrand, en tout cas, assure qu'il n'est coupable de rien, ni sur le plan légal, ni sur le plan moral. Hier matin, chez nos confrères d'Europe 1, Jean-Christophe Cambadélis a appelé au retrait de Richard Ferrand, comprenez démission. Écoutez, Cambadélis. Je suis étonné de voir le système de défense qui ressemble tellement aux autres systèmes de défense. Il faut qu'il démissionne, soyons clairs. Oui, il faut que, en tous les cas... soyons clairs. Allez vite, ça veut dire quoi? Il se met en retrait, il se présente aux élections législatives, on fait la clarté sur l'affaire, il revient après. Ça veut dire démissionner. Mais il se met en retrait, oui. Oui, mais ça, il faut que je comprenne c'est quoi se mettre en retrait. Voilà, c'est bon. Mais je crois qu'il faut faire quelque chose vite. Faut faire quelque chose vite, messieurs, d'après Cambadélis. Il a été condamné pourquoi, Cambadélis? Cambadélis a été condamné? Sofiane? Je sais pas. Pour le moment. Si. Cambadélis a été condamné, il a été mis en examen. Les socialistes, attendez. Une histoire d'argent, Jean-Marc, hein. Et une histoire de mutuelle. Une histoire d'argent, ouais, donc, comme on dit à Marseille, quand tu passes en dessous de quelqu'un, assure-toi que, voilà. Jean-Marc. Toi qui es un peu proche du Parti Socialiste. Non, je suis pas proche du Parti Socialiste. Non, même si j'ai des partages d'idéologie, j'assume tout à fait. Oui, il a eu des soucis par le passé, Cambadélis, bien sûr. Bon, et alors? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là, Mourad? Mais moi, je dis que il faut arrêter en France. Déjà, Macron a montré une signe de faiblesse en constituant des listes législatives sous le contrôle juridique du CRIF. Ça, c'est une première erreur. Et si maintenant la presse se met à devenir l'inquisiteur, à décider qui doit démissionner ou pas démissionner en fonction d'une affaire ou pas, parce qu'on est en train de nous enfumer avec ces histoires d'emploi ou pas d'emploi, ou de marché passé à un parent ou proche ou pas, l'essentiel de ce qui va rester, malheureusement, on ne nous en parle pas. C'est-à-dire les 5 000 euros que les députés dont bénéficient tous les mois les députés sans justificatif, ça on n'en parle pas. Le régime assurance chômage des députés, on n'en parle pas. Les caisses retraites, on n'en parle pas. Alors, caisse noire. Et on nous enfume avec ces histoires de les 130 000 euros par an du. Non, mais surtout de Richard Ferrand, sur Richard Ferrand. Oui, mais Richard Ferrand, il a rien fait d'illégal. C'est comme Fillon, sa femme, il c'est un contrat de droit privé. Mais c'est journalistes qui nous sortent ce genre d'affaires après l'élection de Macron. Mais il faut attendre la justice. Il faut attendre la justice qui se prononce. Mais il n'y a pas de justice sur l'affaire. Le parquet financier n'a pas. Alors pas en même temps. Voilà. Sur l'affaire immobilière, on peut quand même voir on peut avoir un soupçon de conflit d'intérêts. Il a loué un immeuble. Il a loué un immeuble à une société qui appartient à sa femme. Si les prix sont ceux du marché, pourquoi pas? Ça serait interdit depuis quand? Moi je me pose la question, pourquoi on sort ce genre d'affaires aujourd'hui et pas avant? Mais ça sera pas la dernière, c'est ça. Voilà, mais maintenant, et surtout, on se laisse polluer la vie. Attendez messieurs, est-ce qu'il faut y voir aussi que Richard Ferrand, et ça je vais peut-être apprendre quelque chose aux auditeurs, est de la cible du CRIF depuis quelque temps. Tout à fait. Pour avoir notamment participé au BDS. Au BDS, à différentes choses, donc on veut sa peau. Et est-ce qu'on est en train finalement de chercher des petites manœuvres ou des petits trucs qui seraient des petites casseroles qui sont traînées, surtout que c'est pas pour illégal, le faire démissionner, ça, pour le faire dégager. Illégal. Alors messieurs, est-ce que le CRIF quelque part commande de la présidence Macron aujourd'hui? Ça c'est difficile de le prouver, d'avoir des éléments objectifs. Si, on peut le prouver. Regardez, il y a eu 4 investitures enlevées par En Marche pour des gens à qui on reprochait d'avoir retweeté des choses d'antisionistes, etc. Donc non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est d'avoir des positions pro-palestiniennes. Je vous les donne. Voilà. On n'est pas dans des tweets antisémites, on est dans des positions pro-israël. Antisionistes, pas antisémites, attention. Non, mais c'est même pas ça, parce que mon amie Awaria Tchèque de Marseille, je peux vous dire qu'elle a jamais tenu de propos antisionistes, et c'est juste une pro-palestinienne, comme nous tous, je pense, autour de cette radio. Oui. Et si maintenant, de devenir pro-palestinien, comme on peut être pro-russe, comme on peut être pro-canadien, est devenu un crime, je pars de France. Ou pro-algérien, comme Hakim. Et comme moi aussi. Mais comme Macron. Macron, il est pro-algérien. Hein. Et comme Sofiane. Il a intérêt pour le business. Hein. Jean-Marc. Non, on a un problème de pouvoir en France et il faut vraiment s'en. Non, mais je pense que ça peut être aussi qu'une bonne chose, qu'on s'en rende bien compte que tous les politiciens ont des casseroles, ont des choses à se reprocher et qu'il faut tout remettre à plat le système et rentrer dans une
transparence radicale et totale, et que je le répète, comme je l'ai dit dès le premier jour sur cette antenne, le métier, la politique doit pas être un métier. Quand on est élu, on doit garder un pied dans sa fonction et avoir des aménagements, mais on ne doit pas vivre que de la politique. En tout cas, bonne nouvelle, messieurs, pour Richard Ferrand, puisque le parquet national financier s'est déclaré incompétent et ne s'est pas saisi du dossier, contrairement donc à ce qu'il avait fait dans l'affaire Pénélope Fillon. Jérôme Carcenti, avocat au barreau de Paris et membre de l'association de lutte contre la corruption Anticor, nous explique pourquoi. Écoutez les explications. Le PNF s'est probablement déclaré incompétent parce que si on est sur une infraction d'abus de confiance, l'abus de confiance n'entre pas dans les prérogatives du parquet national financier. Et donc, on n'est pas dans une infraction qui touche un responsable public qui aurait détourné de l'argent public, qui dans l'exercice de ses fonctions aurait pu utiliser ses fonctions dans une prise d'égale d'intérêt, par exemple. Là, on est sur une vie qui était celle antérieure de M. Ferrand, qui à l'époque était non pas élu, mais responsable d'une association mutuelle. Et donc, on est dans une infraction de droit privé, de droit pénal privé, classique, commun, si vous voulez. Donc, il n'y a pas, en tant que tel, ça n'entre pas dans la liste des infractions visées par le décret de la circulaire relative à la création du PNF. Voilà les explications en tout cas de cet avocat concernant cette affaire. Donc le parquet ne se saisit pas de cette affaire concernant Ferrand. Mourad, quand même, je vais juste te reprendre parce que tout à l'heure tu disais oui, Fillon c'est un peu pareil, on lui reproche des choses qui finalement il y avait pas grand chose. Quand même, je suis désolé, c'est l'homme qui s'est fait passer pour celui qui était le plus propre du monde et qui en définitive se retrouve arrosé par différentes affaires. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs, Mourad. Donc à bout d'un moment, il faut assumer. Il y a deux choses qu'il faut distinguer dans ces affaires politiques. Le caractère légal et le caractère moral. Moi, le caractère moral, je suis pas bien placé pour donner des leçons de vie à qui que ce soit. Et c'est pas Fillon ou un autre que je vais défendre aujourd'hui. Sur le caractère légal, il faut qu'on soit objectif. Est-ce que Fillon, en tant qu'employeur, parce que c'est ça qu'il faut dire, en tant qu'employeur, est-ce qu'il a le droit d'employer sa femme? Oui. Est-ce qu'il a le droit de lui donner un volume de travail que lui juge satisfaisant? Oui. Est-ce que nous sommes en droit de dire est-ce que ce volume de travail est acceptable ou pas? On n'est pas habilité pour le dire, et ni la justice. Ça s'appelle. Mais je pense que Mourad, il y a en tant qu'employé, il y a des badges, il y a des trucs justement. Justement, c'est là que tout le monde se fait un peu berner, c'est que l'employeur a une obligation, c'est de fournir l'outil de travail à son employé. Oui. Et ça, c'est quelque chose un terme juridique. Et de se faire enregistrer au Parlement. C'est fait, c'est le cas. Parce que sinon, il n'aurait pas reçu les indemnités pour rémunérer son épouse. Donc l'employeur a l'obligation d'avoir ces démarches. L'employé, par contre, lui a une obligation, c'est de répondre et d'exécuter le travail qui lui est proposé et soumis. Est-ce qu'elle l'a fait ou est-ce qu'elle l'a pas fait? Si elle l'a fait, il n'y a pas d'irrégularité. Mais si elle l'a pas fait? Si elle n'a pas fait, là oui, il y a une irrégularité, mais c'est à Fillon de réclamer auprès de son employé, c'est-à-dire Pénélope Fillon, c'est un peu con comme histoire, mais c'est la réalité, de réclamer les sommes indues, les salaires indus. Ce n'est pas à la vindicte populaire de dire c'est bien ou pas bien, parce qu'on n'est pas des inquisiteurs, c'est pas l'Église qui fait la loi, c'est le code. Mais pénal. Depuis le 13 mai, on n'entend plus parler de cette affaire Pénélope. Mais parce que cette affaire va tomber dans les oubliettes, elle sera. Elle a été instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée, elle finira par un non-lieu. Sauf que Fillon va répondre aux questions du juge le 30 mai, la semaine prochaine d'ailleurs. Mais il va répondre tout à fait normalement, parce qu'il sait très bien que derrière ça va finir par un non-lieu. Tout à fait. Il n'y a pas matière à poursuivre. En France, on est dans un pays de droit et tant mieux. Par contre, j'espère que les médias seront là pour donner le volet 2 de cette affaire, c'est-à-dire la revanche de Fillon. Et je ne parle pas de Fillon en tant homme politique, je m'en tape de lui, j'aurais pas voté pour lui cette fois-ci d'ailleurs. Mais j'ai pas aimé cette manière dont on a jeté en pâture une personne, sachant que, comme l'a dit Jean-Marc, c'est une pratique courante chez les politiciens. On nous vend du cumul de mandats, on fait croire aux gens que les politiciens sont limités en cumul de mandats. Ils sont limités en cumul de mandats, mais ils sont pas limités en fonction. Et c'est là qu'on se fait encore berner. Allez, dans un instant, vos avis tranchés, messieurs. On va parler un peu d'Arabie Saoudite, Qatar. Oui, Christophe. Juste parce que ce gouvernement porte une réforme de la moralisation de la vie politique. Oui, exact. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que ce gouvernement est habilité à mener cette réforme tant souhaitée par Macron? Elle sera pas parfaite. Mais on peut pas être juge, on peut pas être jugé parti. On est d'accord. Donc cette loi devrait faire par une commission ad hoc. Tout à fait. Qui mettra en place une certaine éthique, une certaine déontologie. On va se retrouver comme la loi sur les financements. Par Bayrou. Qui est concerné, lui, par une affaire de diffamation. Ouais, mais ça, c'est même un abus de procédure, c'est encore plus compliqué, lui. Mais on va se retrouver avec une loi comme sur les financements des marchés, des financements des partis publics dans les années 90, où on va finir où j'ai travaillé d'ailleurs en 2000, qui est devenu FH par la suite.
de l'économie mixte. Non, à Sormeuse, c'était une entreprise de bâtiment, c'est la Eiffage. C'était des marchés semi. C'est Urba, c'est le bureau de C'était avec des marchés semi. Bon, bref. Voilà. Alors, Enfin bref, et on va se retrouver avec une loi qui effectivement va faire du blanc de partout, sauf qu'il y aura une amnistie. messieurs, dans un instant, vos avis tranchés. On va parler de quoi avec toi, Mourad? Je t'ai pas demandé d'ailleurs. Du beau temps. J'ai rien prévu, pardon. Très bien, c'est bien. Bah, t'es avec Jean-Marc, vous serez deux comme ça. Et bien, vous écouterez, commenterez Sofiane Lagdari qui va lui nous parler du Qatar et de l'Arabie Saoudite puisque le torchon brûle visiblement. Et Hakim va nous parler de quoi déjà? On a vite tranché la France à l'heure du Ramadan, donc elle se révèle une vocation pour l'islam. Et on n'en oublie pas la question du jour à répondre sur la page Facebook France Maghreb 2. Doit-on aménager les horaires de travail durant ce mois sacré du Ramadan, permettre une certaine flexibilité, une souplesse en tout cas? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Je ferai une parenthèse si tu le permets oui, sur une loi qui est en train de passer et qui va être en application en 2018 sur la protection des données personnelles informatiques. Ouais. Et là c'est quelque chose de très bizarre qui est en train de se faire à notre insu. Ouais. C'est-à-dire que là on va être espionné de partout. Le SNES qui a été voté voilà. par le président Hollande et qui est après parle dans le micro qui est RG puissance 10 et qui prendra effet en mai 2018. Qui prendra effet en 2018, mais ça consiste à pouvoir nous fliquer sur tout et de partout. Maintenant taisez-vous sinon vous allez expliquer, c'est la pub sur les PV. À tout de suite. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum jusqu'à 18h30 avec une équipe de choc aujourd'hui. Hakim Ral, notre chef d'entreprise, 29 rue Stéphaneson pour la brioche de Barbès. Bienvenue, pour y découvrir les bons produits du Ramadan. Également, oui. Monsieur Mourad Goual, qui fait quoi d'ailleurs dans la vie, Mourad Goual? Chef de projet sur le Grand Paris. Voilà. Section tramway. Ah bah donc c'est grâce à lui que vous allez avoir des transports au top. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Des tramways partout? C'est pour le prolongement de la ligne T1 ou T3. Ah, c'est le tour de pas Paris. Franchement le tour parce que va s'arrêter quoi à partir Port de la Chapelle. Pour le moment. Port d'Anières. Moi j'ai hâte de voir le tramway qui rentre dans Paris. Ça serait bien, non? Ça va être dur. C'est quoi, en 2030? Non, je pense pas que Paris puisse accepter architecturalement et en termes d'urbanisme. Mais il y avait des tramways avant à l'époque, ça existait à Paris oui, déjà. Ça existait, mais c'était la petite on le voit dans les cartes postales. Ce sera possible à partir du moment qu'il y aura plus de voitures à Paris. Bah les voitures ils font tout pour qu'il y en ait moins. Voilà, à partir du moment qu'on aura, ce sera une ville pétonne, ce qui est prévu, qui est envisagé. Chef de projet pour le Grand Paris Mourad Goual, monsieur Zébélus Jean-Marc, qui est lui, bien sûr, notre expert en immobilier, et Sofiane Lagdari, qui est infirmier libéral. Infirmier libéral. Vous voyez, on a tout autour de cette table, on a une diversité, c'est absolument incroyable. Et Christophe, tu fais quoi toi? Moi je suis accessoirement animateur radio journaliste. Ah, tu procures du bonheur à travers les ondes. Ouais, je vends du rêve, c'est ça. Allez, on va passer aux avis tranchés, ou en tout cas à ceux qui l'ont préparé. C'est parti avec tiens, le premier, on va parler de ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar avec monsieur Sofiane Lagdari. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je rappelle aux auditeurs que d'ici quelques minutes, nous aurons Laïla Aïchi pour savoir un petit peu les tenants et les aboutissants concernant cette affaire la concernant. Sofiane, tu souhaitais nous parler donc de ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Oui, tout à fait. Et ça fait suite à peu près après la réunion qu'a eu Trump avec les pays du Golfe et l'ensemble des pays musulmans à Riyad. On voit une altercation de plus en plus importante entre l'Arabie Saoudite et le Qatar qui a commencé il y a 3 jours lorsque l'émir du Qatar a soi-disant fait une déclaration comme quoi que l'Iran est un pays qui stabilise la région et que le Hezbollah et le Hamas étaient des résistants, surtout le Hezbollah, mais le Hamas d'accord, mais cette déclaration tout de suite après ça a été repris par l'Arabia qui est une chaîne saoudienne et Sky News qui est une chaîne des Émirats Arabes Unis. Ça a été repris pendant 1 heure à 2 heures jusqu'au moment où le ministre de l'information, à les coups de minuit, 1 heure du matin, ministre de l'information qatari, qui avait déclaré comme quoi que le site de l'agence officielle qatarienne a été piraté. Alors du coup, ça n'a pas calmé l'ardeur de l'Arabie Saoudite, où on voit que c'est une manœuvre qui a été bien orchestrée par les 4 pays du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, en plus de cela l'Égypte. Parce que en vérité, il y a un passé entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite et les Émirats envers le Qatar, qui est un pays qui est considéré comme le lieu de prédilection de la confrérie des frères musulmans. Et en même temps, le Qatar qui a une alliance stratégique avec la Turquie qui lui a promis de créer une nouvelle base militaire dans la région, au Qatar, à Doha. Alors du coup, ce que nous constatons aujourd'hui depuis 2 ou 3 jours, c'est que l'altercation elle a pris une autre forme où il y a des menaces claires même
d'anéantir le prince Tamim de Qatar, mais ce que je remarque, ce que n'a pas été repris dans les médias occidentaux pour le moment. Après, ce qu'on peut voir, moi maintenant, ce que je constate, c'est que les 400 milliards qui ont été offerts ou les 500 milliards qui ont été offerts à Trump, ça donne l'an sur le feu vert qui a été donné à l'Arabie Saoudite de faire rentrer le Qatar dans le giron de l'Arabie Saoudite et de ne plus avoir de vision, une autre position stratégique dans la région autre que celle de l'Arabie Saoudite. Tout cela se prépare pour qu'enfin les pays du Golfe déclenchent leur guerre contre l'Iran, chose que souhaitent y compris les États-Unis et Israël dans la région. Merci Sofiane pour cet éclaircissement. Si l'un d'entre vous souhaite réagir, et bien entendu pour apporter peut-être poser une question ou un complément d'information. Donc, Sofiane, les choses se mettent en place dans un but de belliqueux, de guerre. Mais bien sûr. Dans la région. Oui, parce que Donald Trump, lors de sa campagne électorale, a menacé et l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est-à-dire en la confrérie des frères musulmans. Il a dit que l'Arabie Saoudite finançait le terrorisme et la confrérie des frères musulmans est une organisation terroriste, chose qui est considérée déjà en Égypte et aux Émirats Arabes Unis comme une organisation terroriste. Maintenant, la visite de Trump, et quand on voit comment il a été accueilli Donald Erdogan aux États-Unis avant, et Monsieur l'émir du Qatar, Monsieur Tamim, bien avant, on voit bien que Trump a eu cette position envers la confrérie des frères musulmans d'anéantir cette confrérie ou bien de couper les fonds et le lieu de prédilection de cette région. Il faut savoir que Youssef al-Qaradawi, qui est un des prédicateurs, il est au Qatar. La branche du Hamas, le Khaled Mash'al, qui est l'homme politique qui était le numéro 1 jusqu'à maintenant, et il est logé aujourd'hui et hébergé au Qatar. Mais il faut craindre les frères musulmans. À chaque fois j'entends parler de frères musulmans ceci, frères musulmans cela. C'est simplement des musulmans qui sont organisés. Moi je décris maintenant une situation après la conférence. Il faut pas les craindre parce que d'abord l'histoire nous a appris qu'à un moment donné ces frères musulmans étaient aussi les alliés des Britanniques, des États-Unis et des Britanniques et de l'Empire israélien et de l'État israélien lorsqu'il fallait combattre le panarabisme. C'était ça la première réunion. Tout à fait. Nasser, Yasser Arafat et ces pays, ces nouveaux pays africains qui étaient indépendants comme l'Algérie, comme surtout l'Algérie principalement. Et donc on a financé. C'était pour aller contre l'émancipation. C'était le pan-islamisme contre le panarabisme. D'accord. Et Cheikh Yassine, qui a été la figure la plus emblématique de ce courant des frères musulmans, n'oubliez pas qu'il était quand même l'homme d'Israël. D'accord. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on tape sur les frères musulmans. En France, n'importe qui sort cette phrase de sa bouche en disant que les frères musulmans sont des terroristes. Sauf que si on ouvre un peu les livres d'histoire, on se rappelle et on se rend compte que ils ont servi à la création de l'État d'Israël, ils ont servi à la déstabilisation de l'Égypte, Anwar el-Sadat, tous ces prix-là, du canal de Suez justement. Et surtout de la résistance palestinienne, qui était laïque et on voulait l'islamiser avec le Hamas qu'on voulait. Les frères musulmans ont été ces outils-là. On les bras armés de cette. On va parler d'autre chose maintenant, si vous voulez bien, avec Monsieur Hakim Ral qui va nous parler de Ramadan dans son avis tranché. Oui, Ramadan. Donc sous le soleil, la France, elle prend des allures musulmanes pendant l'année. Certes, la France est à une dizaine de % musulmane, mais pendant le mois de Ramadan, c'est encore plus. C'est exponentiel. Ça atteint parfois même des paroxysmes que l'on peut remarquer à travers notamment ce foisonnement de catalogues commerciaux de supermarchés qui chacun va aller de son catalogue de sa Ramadan, spécial Ramadan, fête du Ramadan, le mois de fête, avec des produits en tout genre pour garnir, servir les tables des Français qui jeûnent pendant ce mois de Ramadan, au même titre que peuvent jeûner la communauté juive à Yom Kippour ou encore chrétienne le mois de Carême. Donc c'est le Ramadan, Yom Kippour ou le Carême, ce sont des grandes rencontres des religions dites monothéistes. Voilà, donc quand bien même il fait chaud, quand bien même la chaleur elle est importante pendant ce mois de Ramadan, l'enthousiasme n'est pas moins rare. Au contraire, c'est un moment de fête, je trouve, et j'attends avec impatience
impatience le discours de notre nouveau président Emmanuel Macron, qui va souhaiter un bon jeûne de mois de Ramadan aux Français musulmans, tout comme a pu le faire Justin Trudeau, je crois bien, du Canada. Voilà. Et puis les législatives étant, donc les candidats profiteraient éventuellement par calcul politique ou bien par élan de solidarité, profiteraient du mois de Ramadan pour aller côtoyer davantage les associations culturelles ou cultuelles musulmanes dans leur ville, aller draguer un petit peu, aller la drague aux électeurs, et pourquoi pas partager des repas de rupture du jeûne. Voilà, donc je trouve que de plus en plus, moi qui ai aujourd'hui 36 ans, donc 36 années en France, de plus en plus je trouve que le mois de Ramadan il est de plus en plus présent en France. Je trouve que c'est une belle chose. Voilà, et on rappelle aussi que le Ramadan c'est la solidarité, le partage, ressentir la faim des plus démunis, des gens les plus nécessiteux, partager avec eux, penser à eux, certes une fois dans l'année, mais le Ramadan n'est ni plus ni moins qu'un rappel pour le reste des mois de l'année. Voilà. Très bien, vous partagez cet avis tous, messieurs, autour de cette table? À 200%. On sent Ramadan mais en il faut France. rappeler que Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, elle a dit que la religion musulmane fait partie du patrimoine culturel français. Oui, bien sûr. Ce qui a été reproché par beaucoup de la fachosphère. Voilà. Bien sûr, même les témoignages architecturaux. J'avais rappelé à l'antenne entre l'an 700 et l'an 1000, on a retrouvé, il y avait un califat musulman dans le sud de la France, duquel on a retrouvé des vestiges, des vestiges à Montpellier. Dernièrement, il y a moins d'une année, on a retrouvé des tombeaux de musulmans en voulant agrandir le parking d'un centre commercial à Montpellier, je crois. Ça devrait faire plaisir à Renaud Camus et tous les théoriciens du Absolument. remplacement. Allez, on avance avant de recevoir Laïla Echi dans un instant et qui on va passer un coup de fil. On passe au j'aime ou j'aime pas. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas, tiens, j'ai pas mal de trucs sympas. Un nouveau timbre consacré aux 2 fêtes musulmanes émis par Poste Canada. On aime pas? Moi j'aime, bien sûr on aime, bien sûr. Mourad? Oui, tout à fait. Sofiane? Bien sûr. Jean-Marc? On aime, bien sûr. Tiens, Israël, on va peut-être faire le lien un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, annonce une aide américaine supplémentaire après, vous savez, les différentes ventes d'armes à Riyad de 75 millions de dollars. Mais donc en fait, Trump il est parti faire ses affaires. Il dit bon, on a bien vendu, on peut vous permettre une aide supplémentaire de 75 millions. Mais donc merci les Saoudiens quoi. Christophe, c'est ce qu'on avait dit. Il était venu, c'est ce que j'ai dit à l'émission la dernière fois, qu'il était parti faire sa rétrocession, donner une partie de la dîme. Je l'avais dit la dernière fois. Mais c'est quoi 75 millions à l'échelle des États-Unis, c'est quoi? Oui, surtout pour Israël. Quand je vois que le Conseil général des Bouches-du-Rhône verse chaque année 5 millions d'euros pour financer les colonisations dans les territoires occupés. C'est grave ça. Je parle d'un département français. Alors imaginez un pays de 260 millions d'habitants, 75 millions, c'est très grave ce que tu dis. Oui, Mourad, mais 75 millions en on, mais combien en off? Surtout que Donald Trump, il n'a pas signé des contrats de 300 ou 400 milliards, c'est 580 milliards qu'il a récupéré seulement de l'Arabie Saoudite. Ouais. Et après, les Émirats, le Koweït, on imagine ce qui va suivre. Mais imaginer 500 milliards investis dans les pays musulmans, dans les pays arabes, toute cette jeunesse qui n'a ni travail, ni logement, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme avenir dans Mais Sofiane, moi je refuse d'avoir une vision naïve en disant qu'on aurait pu utiliser cet argent autrement, parce que là on est dans quelque chose de politique. Il y a des décisions qui sont de l'ordre de la gestion non seulement d'un pays mais d'une région qui connaît des troubles immenses. On va regarder ce qui s'est passé en Irak avec Saddam Hussein, la Libye même si c'est un peu plus loin avec Kadhafi, ou encore la Syrie actuellement. Mais ces pays, attends, Hakim, ces pays arabes. Non, la Libye. Je suis pas d'accord pour dire on a mis 350 milliards dans l'armement alors qu'ils auraient pu mettre ça dans des terrains de foot ou dans non pas de terrains de foot. C'est trop simpliste en fait. Bon, mais j'ai pas parlé de terrain de foot. Oui, bien dans d'autres choses. Non, mais le problème c'est pas de savoir s'ils ont mis de l'argent ou pas. Le problème c'est à quoi va servir cet armement. Si c'est pour taper sur les Yéménites et le Soudan et taper sur les Syriens, moi ça me gêne. Moi je ne sais pas pourquoi ça va servir. En tous les cas, ça doit servir les armes. Ça quoi ça? Mais aujourd'hui, qui finance les conflits au Yémen, au Soudan et en Syrie? C'est l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, qui finance la guerre fratricide en Irak entre les sunnites et les chiites? C'est l'Arabie Saoudite. J'aurais aimé que la guerre soit interdite, mais étant donné que la règle du jeu mondial veut que c'est la loi du plus fort, donc tout le monde est obligé de s'armer, les amis. Bon, le j'aime ou j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? Christophe, je peux rajouter une chose là, parce qu'on parle. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué là ces derniers temps là? Choqué? Madame Trump a refusé de se voiler en partant voir le pape
au Vatican, elle l'était. Oui, mais attendez, le pape, c'est pas pareil que un roi d'un État. Non, si. C'est pas la même chose. C'est une polémique à 3 balles. D'abord, le pape, c'est un chef d'État comme le roi d'Arabie Saoudite, sauf qu'elle s'est voilée parce qu'elle est rentrée dans une basilique. Ah, voilà. Le Vatican est un lieu de culte. Et si elle était rentrée dans une mosquée, j'ose imaginer, j'ose espérer qu'elle se serait voilée. Donc la polémique est morte. Elle n'est pas morte. On doit en tenir compte. Par les cheveux. C'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est les IMM 2.0. Excusez-moi, mais les femmes qui vont en Arabie Saoudite sont obligées de se voiler, on est d'accord? Ben, Madame Obama, c'est pas voilée, je crois, non? Madame Obama, c'est pas voilée. Non, ils sont pas voilés. Non, en visite diplomatique, on ne se voit que lorsqu'on rentre dans un lieu de culte. Bon, alors, autre chose dans le j'aime ou j'aime pas. Sofiane, tu voulais rajouter un truc, non? Non, juste, ça me choque un peu que Hakim ne soit pas choqué que 550 milliards. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme. Et investir, alors que quand on se rappelle de la révolution tunisienne que tout le monde a applaudi, le gouvernement tunisien à l'époque, il cherchait même 2 milliards, il n'arrivait pas à les trouver. Je dirais même maintenant, on trouve les 200 milliards. Ils avaient qu'à fouiller dans les poches des ministres. Non, mais ils auraient trouvé. Sofiane, pas simplement prendre l'exemple de la Tunisie qui avait besoin de 2 milliards, je prenais simplement le problème de la faim dans le monde et de la malnutrition. En plus, voilà. Maintenant, l'Arabie Saoudite est en train de mener une guerre au Yémen. Ah oui, ça c'est sûr qu'on s'arme, c'est pour à la fois dissuader et à la fois pour mener la guerre. Stop, il faut qu'on avance dans le j'aime ou j'aime pas. On va recevoir Laïla Cheikh qui est avec nous, qui nous attend. Lors du Ramadan, les fidèles de la ville de Montfermeil pourront prier de nouveau dans leur mosquée, puisque ils ont obtenu de la part de la mairie l'autorisation de réouvrir depuis le 24 mai. C'est effectif. On aime pas. Bien sûr qu'on aime s'ils font la prière dans des conditions décentes. Que les musulmans rentrent un peu dans les règles de l'art, un peu, qu'ils arrêtent de faire des mosquées à l'envers dans tous les sens et qu'ils arrêtent de se plaindre lorsque leurs mosquées ne sont pas conformes. Les musulmans, ce ne sont pas des gens qui méritent de mourir dans des circonstances indignes. Donc de la même manière qu'on respecte la réglementation de partout, il faut qu'on la respecte aussi pour les lieux musulmans et les lieux de culte musulmans, et qu'on arrête ces polémiques. C'est nous les premiers fautifs. N'oublions pas que ce sont des ERP. Des établissements recevant du public avec des normes très strictes. Une affaire qui risque de faire un peu de bruit, ça se passe du côté de Clermont-Ferrand. Vous nous écoutez d'ailleurs sur le 94. En effet, les dirigeants de la grande mosquée de Clermont-Ferrand sont accusés par les fidèles d'avoir détourné tout simplement de l'argent. Des irrégularités ont été constatées dans les comptes qu'ont remarqué. Donc ainsi la zakat s'était transformée en raquette. Voilà pour ce qui est de cette affaire qui risque de faire un petit peu de bruit peut-être. Encore une fois, c'est pas une première, malheureusement. Moi j'aime cette prise de conscience et j'espère qu'elle fera boule de neige. Il faut vraiment assainir ces associations culturelles et culturelles, parce qu'il y a des mosquées qui ont des statuts de club de foot. Il faudrait le savoir aussi. Voilà. Oui, tout à fait, parce que nous avons deux statuts. Souvent, on doit avoir la loi de 1901 et la loi de 1905 vouée justement aux ascensions, vouées au culte. Et le problème, c'est que souvent, on prend des millions pour faire des mosquées sans faire forcément un centre culturel et cultuel qui permettra aussi à la mosquée de s'autosuffire. C'est-à-dire avoir des restaurants, des hammams, des trucs de pompes funèbres et tout. Aujourd'hui, on n'a qu'un lieu qu'on puisse faire la prière qui coûte beaucoup d'argent, qui rapporte pas d'argent, on fait que demander de l'argent. À un moment donné, c'est vrai qu'il va falloir remettre certaines choses en question. Il y a forcément une majorité qui font très bien les choses, mais il y a une minorité qui font pas les choses dans les normes. Tu sais pourquoi les mosquées ont du mal à finir leur fin de mois? C'est pas parce qu'elles ont les musulmans ne donnent pas, c'est qu'il y a de plus en plus de mosquées, donc du coup l'aumône est divisée. Et avant, au lieu de ramasser 1000 euros sur une mosquée, maintenant on va ramasser que 100 euros parce qu'il y aura 10 mosquées. Il y a un projet par exemple sur la ville de Metz où ils font une grande mosquée. Ils ont prévu justement de faire une bibliothèque, un centre pour apprendre l'arabe, pour des conférences, funérarium. En fait, ils ont fait des choses qui vont permettre justement à ce centre de s'autosuffire. Ça sera financé par le denier public. Et voilà, et non, mais surtout aussi par l'appel aux dons. Donc ça va permettre aussi à la mosquée quelque part de subvenir un petit peu à ses besoins. Au niveau de la laïcité, faut le préciser. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le projet, c'est autre chose. Et la Guyane aussi, j'ai appris ça. La Guyane finance ses prêtres, je savais pas. Pour finir dans le j'aime ou j'aime pas, le gouvernement français n'a pas apporté son soutien aux prisonniers palestiniens qui, vous le savez, sont en grève de la faim. En l'occurrence, le NPA dirigé par Philippe Poutou, lui de son côté a tenu donc à réagir. On rappelle quand même que la situation est dramatique puisqu'on arrive au 40e jour de cette grève de la faim des prisonniers palestiniens et beaucoup d'entre eux ont été
transporté à l'hôpital et l'état est assez dramatique concernant notamment Marouane Barghouti. Moi, j'aime pas, mais en même temps, quand on voit le sommet qui a été tenu 52 pays musulmans, ils n'ont pas prononcé le mot de Palestine et ils ont accepté que le Donald Trump a parlé comme quoi que la résistance palestinienne était du terrorisme. Alors maintenant, avant de s'offusquer des propos de la France, il faut s'offusquer de la position de certains dirigeants musulmans et arabes. Mais il faut faire attention à une chose. La cause palestinienne n'est pas une cause religieuse. C'est une cause, c'est des êtres humains qui sont bafoués dans leurs droits. Donc beaucoup de gens mettent sur ce truc. Ouais. La Palestine, c'est la cause de tout le monde, des chrétiens, des chrétiens, des musulmans et de tous les gens qui habitent sur ce lieu. Ce n'est pas que l'affaire des musulmans, c'est l'affaire du monde entier. Donc Hakim, tout va bien ? Moi, je m'offusque et j'aime pas la position de la France qui s'aligne sur les appels du pied du CRIF. Et je souligne et j'aime la résistance du peuple palestinien, une résistance pacifique, cette fois-ci avec la grève de la faim, et on leur rend hommage autant que faire se peut. Et partout où on se trouve dans le monde, il faut se solidariser avec les peuples qui sont dans une procédure ni plus ni moins de décolonisation. Très bien. Voilà. Et bien voilà, on a réussi à finir le j'aime ou j'aime pas, c'est formidable. On m'a pas demandé mon avis, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, Mourad ? Rapide, il y a Madame Aïchi qui nous attend. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Ben moi, je vais faire dans la polémique. Moi, j'aime qu'on n'ait pas considéré les 1400 ou les 1500 prisonniers palestiniens, et j'aime qu'un seul prisonnier journaliste en Turquie qui fait la grève de la faim ait accaparé l'opinion publique. RSF, ouais. Voilà, parce que ça veut dire que en France, les gens censés faire le lobby pour certaines causes, s'échappent et fuient leurs responsabilités. On a des Rachid Mbarki, on a des Jamel Debbouze, on a des Zinedine Zidane, on a des Yasmina Kadra, on a tout ce qu'il faut pour avoir un lobby intellectuel et financier. Sauf que ces gens-là ne pensent qu'à leur petite tête, à leur petit confort. Et j'en ai marre, moi, de prendre l'étendard et de crier haut et fort. De se victimiser. Voilà. Donc, je verrai les choses autrement, Mourad, parce que là tu oublies les médias, le pouvoir des médias. On n'a pas le temps de débattre, messieurs. France Maghreb 2, c'est assez sensibilisé et mobilisé pour défendre la cause palestinienne. On parle pas des médias. Attention, messieurs, vous allez prendre un carton rouge. Non, mais Mourad Aïta Bouche, tous ces gens-là. Allez, est-ce que Madame Aïchi est avec nous ? Bonsoir Laïla Aïchi. Elle était là ? Elle est plus là. Bon, vous voyez, vous l'avez fait fuir, les gars. C'est pas bien ça. Mourad, tu nous fais faire quoi là ? Je sais pas, moi. On était on voulait savoir si elle était en marche ou pas. Oh, bien joué, monsieur. Bien vu, Sofiane. Monsieur Sofiane. Elle fonctionne ? On la rappelle, bien sûr, tout de suite pour savoir. Alors, le temps d'avoir Madame Aïchi, il y a un truc aussi. Je dis, le monde évolue, parce que là, nous avons eu pour la première fois, lors de ce certain sommet mondial qui a eu justement, on a eu des premières dames. Et on a eu un premier monsieur qui est le compagnon du premier ministre du Luxembourg. Tout à fait, ouais. Ah d'accord. Le monde avance, quoi. C'est un sacré gabarit le bonhomme d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça avance ou recule ? Jean-Marc. Alors, même la femme de monsieur Erdogan. Messieurs, nous avons Laïla Aïchi qui est avec nous. Bonsoir Laïla Aïchi. Bonsoir Leïla. Alors autour de cette table, Jean-Marc Zébellus, Hakim Rahal, Mourad Goual et Sofiane Lakdari. Alors on aimerait comprendre, parce qu'il y a eu pas mal de de non-dits concernant votre affaire. On va essayer de la résumer en 5 minutes, si vous le permettez. Est-ce que concrètement aujourd'hui, est-ce que vous êtes bel et bien investi par En Marche pour cette élection législative en tant que candidate pour les Français de l'étranger ? Exactement. Et j'en veux pour preuve notamment mon bulletin de vote qui est public et ma profession de foi. Donc, je veux dire, j'ai rien d'autre à ajouter que ça. Vous savez qu'on est dans une république et dans un état de droit qui a un code électoral qui est scrupuleusement respecté, et j'ai respecté l'ensemble des obligations me concernant. Et oui, je répète, je suis candidate pour la République En Marche dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Alors, pourquoi on vous demande cette question ? Parce qu'il semblerait, d'après quelques informations, que y ait le Maroc qui soit pas très content de votre candidature et qu'ils auraient choisi leur propre candidat et que En Marche aurait décidé de ne soutenir personne. Est-ce qu'on est dans le juste ou pas ? Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Allô ? Oui, là. Donc je disais pourquoi on vous pose cette question ? Parce qu'il y a le Maroc qui n'était visiblement pas très content de votre candidature, en tout cas proposée par En Marche, vous reprochant notamment des propos pro-Polisario que vous auriez tenus il y a quelques années maintenant. Le Maroc aurait ainsi choisi son propre candidat et En Marche, voyant cette polémique, aurait décidé de ne soutenir personne. Est-ce qu'on est dans le juste ou pas ? Écoutez, vous n'êtes pas dans le vrai. Je vais pas. C'est pour ça qu'on vous appelle. Je vais pas
alimenter une polémique. C'est un problème c'est un problème d'intérieur politico-politicienne, avec un candidat qui a tenté de vouloir rentrer dans une campagne électorale pour ce qui s'appelle MJ Delguera, voilà, qui est socialiste, qui a tenté de faire une espèce d'une entrée. C'est une polémique qui est, à mon sens, totalement stérile. Je ne vais pas alimenter, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas répondu. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont nos concitoyens qui sont établis hors de France et sur la 9e circonscription, qui englobe le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest francophone, avec leurs préoccupations légitimes, à savoir la sécurité, l'éducation, la santé, les relations avec l'administration, l'amélioration de leurs questions fiscales, qui est un vrai sujet. C'est ça les préoccupations des Français. Ces polémiques stériles qui ne riment à rien. Je vous dis, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de polémique. Le Maroc n'a rien dit en ce qui me concerne, donc il faut arrêter d'entretenir un sujet qui n'existe pas. Et je finirai là-dessus. Je vous dis, mes bulletins de vote sont à disposition pour nos électeurs dans les consulats, dans les ambassades. Ils sont légaux, ainsi que ma profession de foi. Et encore une fois, j'ai largement respecté le code électoral, et mon investiture est le fruit d'un accord politique entre François Bayrou et Emmanuel Macron, qui l'ont validé le 12 juin dernier. Donc, maintenant, j'ai plus rien d'autre à dire. La candidate officielle. Le mai dernier, pardon. Je suis en campagne. Oui, mais pardon, Laïla, c'est moi qui pose des questions, pardon. Donc, si je comprends bien, et pour finir, que ce soit dans les autres pays concernés, y compris au Maroc, vous êtes la candidate En Marche officiellement. On est d'accord? Exactement. Bon, bah, très bien. Christophe, j'aimerais parler, si Leïla est encore là, pardon. Oui. Leïla, vous êtes encore là? Elle est là. Oui. Non. Oui, donc moi j'aimerais que justement elle défende cette position qu'elle a pu tenir sur le Sahara occidental, parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'auprès de l'ONU, il y a 2 territoires dans le monde qui sont considérés comme des territoires occupés. Il y a la Palestine et le Sahara occidental. Il y a une mission de l'ONU qui s'appelle la MINURSO qui s'occupe aujourd'hui de venir en aide de manière alimentaire et culturelle auprès des Sahraouis exilés et ceux qui sont sous le régime marocain, et que la meilleure solution, c'est justement, si un député de la République française est élu, de faire porter ce combat et qu'une paix arrive enfin entre Sahraouis et Marocains, et entre Marocains et Algériens. En 2 mots, Leïla. En 2 mots, c'est très simple, il vous aura pas échappé. Je vous dis, je suis française, candidate à une élection législative pour représenter des concitoyens français établis hors de France. En ce qui concerne ce sujet, je me suis largement étendue la semaine dernière. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller regarder mon communiqué de presse et mes positions, qui sont très clairement alignées sur la position de la France. Et en ce qui me concerne, ce sont nos ressortissants à l'étranger, les binationaux et les expatriés qui sont dans cette circonscription. Merci Laïla Riché pour en tout cas nous avoir tenu informés concernant cette polémique qui est donc, si on en comprend bien, refermée. À tout de suite. Le grand forum, messieurs dames, merci d'être avec nous en direct avec Hakim Ral, avec Sofiane Lakhdari, avec Jean-Marc Zebellus et Mourad Goual sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes qui nous restent. Il nous reste un tout petit peu de temps. Moi, je voulais juste, Christophe, revenir à l'assassinat de 26 Égyptiens aujourd'hui, malheureusement. J'allais en parler justement, oui. Voilà. Et ce qui est plus que condamnable, et malheureusement, encore une fois, le sang coule dans certains pays, dans la région, dans l'indifférence totale de nos médias et de l'ensemble des dirigeants occidentaux, malheureusement. Effectivement, ça change 22 en Manchester, c'est dramatique, mais quand on entend 26 en Égypte et 40 en Irak, en une seule journée plus de 100 morts en Syrie, ça fait mal au cœur, malheureusement. Merci du rappel, Sofiane. Et si on y rajoute également en Irak avec. Et pour l'Égypte, on nous précise la confession de ces gens-là. C'est des Égyptiens. On nous précise comme quoi, parce qu'ils sont coptes. Non, il y a des milliers de gens qui meurent sans savoir pour quelles raisons ils sont morts. Malheureusement, dans ces attentats aveugles qui touchent l'ensemble du monde. Et malheureusement, dans le monde musulman, 98% des morts sont dans certains pays musulmans. Mon cher Hakim, le coup de cœur, on n'aura peut-être pas le temps de nous passer, mais est-ce que tu peux nous en parler quand même? Alors c'était une chronique vidéo de l'imam Nordin Aoussat au sujet d'une question qui revient pendant le mois de Ramadan. Est-ce que c'est difficile ou pas de le faire? Donc il répond à la question dans cette vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube en disant que non, car le mois de Ramadan est récompensé par Dieu directement, et c'est un mois de partage et d'une relation intime avec le Créateur. Voilà. Très bien. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, je te la garde pour la semaine prochaine. Voilà, allons-y. Jeudi prochain, oui, allons-y. Oui. Je rappelle aux auditeurs que la semaine prochaine, le grand forum change d'horaire à l'occasion de ce mois sacré du Ramadan. Messieurs, c'est plus à 16h, mais 17h que je vous donne rendez-vous. Et ce, jusque 19h tous les soirs, 17h, 19h. Et 19h, 20h, c'est votre émission Par l'Islam qui vous accompagnera
pour répondre à vos interrogations, vos doutes et vous aider à passer au mieux ce Ramadan avec deux personnalités dont nous sommes fiers, le professeur Samir Abslam et l'imam Mohamed Bajrafil qui seront avec nous tout au long de ce mois sacré du Ramadan. Et d'ailleurs, notre ami Sami qui est déjà sur les starting blocks puisque demain matin, 3h du matin, de bonne heure et de très bonne humeur, il sera là pour répondre à vos questions demain matin pour l'émission Par l'Islam qui démarre à l'occasion de ce premier jour du Ramadan. Je vous laisse un petit mot, messieurs, pour souhaiter un bon Ramadan à tous les auditeurs qui nous écoutent sous la chaleur parisienne. Mes chers auditeurs et auditrices, bien, vous êtes, je vous souhaite, les gars, je vais vous souhaiter un bon et agréable Ramadan, toujours dans la paix, dans le partage, dans l'amour, dans l'union, la solidarité et aussi de l'amour même envers ceux qui ne sont pas musulmans. Partagez aussi avec eux, faites-les découvrir votre religion, c'est l'occasion. Merci Monsieur Zébélus qui reviendra lundi avec notamment une invitée depuis la Guadeloupe, Joëlle Ursule, la chanteuse que vous connaissez tous bien entendu. Et nous allons démarrer d'ailleurs la semaine prochaine la campagne des législatives sur France Maghreb 2, ainsi vous faire découvrir. Notre premier invité sera le maire de Grigny, Monsieur Rio, qui est d'ailleurs soutenu par Benoît Hamon, le communiste, donc maire de Grigny. Sofiane. Oui, moi, Sahar Ramadan, mais que ce mois soit un mois de paix, de joie et de, comment on dit, de renouveau spirituel. Ah, d'accord. Yes, salam alaikum. Merci Sofiane, à très vite. Bon, tu reviens avant la fin du mois de Ramadan? Inch'Allah. Inch'Allah. Mourad. Moi, juste très modestement, vous souhaiter beaucoup de courage parce que je pense qu'elle va être. Ça va être rude, hein. On parlait de difficultés, mais tu vas voir ce que c'est un Ramadan à Paris, Mourad. Hein. C'est 3/4 d'heure plus tard. Vous allez voir, c'est pas les Marseillais qui fait le jeûne. Vous allez voir. Non, voilà, c'est difficile, mais pas impossible. C'était pour mais rien n'est impossible de notre ami et vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup de passion dans cette pratique. Salam alaikum. Hakim. Alors le mois de Ramadan, retour de la parole sacrée du Coran dans le foyer, dans le cœur des gens. Le mois de partage, surtout de solidarité. Un mois d'émancipation également. Combien même on parle de spiritualité, mais c'est une présence que l'on sent davantage et encore plus forte pendant le mois de Ramadan, au travers des couleurs, des senteurs, des odeurs, de ce que l'on peut entendre ci et là, les prières de nuit, voilà, le tarawih exactement. Donc je souhaite un très bon Ramadan à tous nos auditeurs, les auditeurs de France Maghreb 2, et au-delà des polémiques, des attaques, au-delà de l'islamophobie, c'est le moment plus que jamais de manifester de la paix de l'islam, de la générosité de l'islam et de la solidarité envers les voisins, envers ses semblables, envers les concitoyens. Et une petite note aussi, faire attention à ce que l'on mange, comment on s'alimente. Le mois de Ramadan, certes, c'est une privation de manger et de boire, mais au moment de la rupture du jeûne, de faire attention à pas se gaver entre guillemets de trop de sucre, trop d'huile, trop de farine. Merci l'imam Hakim. Selecto, c'est pas bon du tout pour un peu jeune par exemple. Hein, voilà, de l'eau, l'idéal, c'est une boisson, bien s'hydrater avec la chaleur. De l'eau. Buvez beaucoup d'eau ce soir parce que demain il va faire chaud. Messieurs, merci beaucoup et bonne soirée. Merci Christophe, bon début de Ramadan. À tout le monde. Merci à tous les auditeurs. J'espère que vous serez aussi en forme la prochaine fois. Bon Ramadan Christophe. Oui, merci à toi aussi mon ami Hakim. Merci Barak. Allez, dans un instant, Amar pour l'éphéméride et à 19h ce soir, 18h30 pardon, l'émission Par l'Islam avec ce soir le professeur Samir Abslam qui va vous donner de judicieux conseils justement pour bien vous alimenter aussi et pour beaucoup boire parce que demain il va faire très chaud, rappelons-le, à Paris. 18h01. Waouh, on est presque à l'heure. Le rappel de l'actualité en ce vendredi soir. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonjour à tous. Les transporteurs de matières dangereuses sont en grève. 8 dépôts de carburant sur 9 sont touchés en Île-de-France. Mouvement suivi également dans plusieurs dépôts de l'Ouest. Une grève qui fait craindre une pénurie dans les stations-service dans les jours à venir. Les chauffeurs de taxis marseillais bloquent les accès à l'aéroport de Marseille-Provence. Ils disent avoir été victimes d'attaques et de dégradations de chauffeurs Uber. Braquage d'un Intermarché ce matin à Provins, en Seine-et-Marne. 3 hommes armés se sont introduits dans le magasin vers 7h. 22 salariés ont été retenus en otage pendant 1 heure. Les agresseurs sont repartis les mains vides. Ils sont activement recherchés. Le sort de Richard Ferrand suspendu au vote des électeurs du Finistère. Le ministre de la Cohésion des Territoires est mis en cause dans une affaire immobilière concernant sa compagne. Le Premier ministre Édouard Philippe estime que les législatives feront office de juge de paix. Le sommet du G7 en Sicile. Les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète s'entretiennent notamment sur le commerce et le climat. Donald Trump va devoir justifier ses réticences concernant le respect de l'accord de la COP21. Emmanuel Macron a promis à Theresa May une coopération renforcée avec le Royaume-Uni et les autres pays
pays européens pour combattre le terrorisme après l'attentat de Manchester. Suite au coup de colère de Theresa May, le gouvernement des États-Unis dit assumer l'entière responsabilité des fuites concernant l'enquête dans la presse américaine. Dans toute l'Amérique, des cœurs sont brisés, a déclaré depuis Londres le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Les chrétiens à nouveau pris pour cible en Égypte. Au moins 26 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un bus qui les conduisait dans un monastère copte. L'attaque menée par la branche égyptienne de Daesh a eu lieu à Minya, à 245 km au sud du Caire. Le président philippin Rodrigo Duterte instaure la loi martiale sur Mindanao, au sud de l'archipel. La ville de Marawi est occupée depuis plusieurs jours par des rebelles proches de l'État islamique. Les combats ont déjà fait au moins 42 morts, dont 11 soldats philippins. Rafael Nadal pourrait rencontrer Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros. Le tirage au sort a placé les deux hommes dans la même moitié du tableau. Finale de la Coupe de France de football demain soir. Le Paris Saint-Germain affronte le SCO d'Angers au Stade de France. Emmanuel Macron devrait assister à la rencontre. La Coupe de France célèbre cette année son centenaire. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.